Mon fiancé était assis dans ma maison, utilisant mon argent, et a dit « Je suis fiancé à ta sœur. Tes parents sont ravis. » Ils pensaient que je resterais silencieuse. Ils ne savaient pas que j'avais appelé le 911. Ils ne savaient pas que j'avais les reçus. Voici comment j'ai détruit leur vie. Je m'appelle Charlotte Phillips. J'ai 32 ans et jusqu'à récemment, ma vie était construite sur du béton, de l'acier et des données vérifiables. Je suis chef de projet infrastructure chez Northbridge Dynamics. C'est une façon professionnelle de dire que je suis la personne qui se tient entre une zone métropolitaine et un échec catastrophique. Ces 8 derniers mois, toute mon existence a été consommée par le renforcement du passage supérieur de la route 12. C'était un projet brutal, implacable, exigeant 60, parfois 70 heures par semaine. Mon régime alimentaire était composé de café tiède et de barres protéinées mangées dans ma voiture. Ma vie personnelle était une série de SMS pour reporter des rendez-vous. Mais nous avons fini à temps et en dessous du budget. Ce mardi était mon premier jour normal sans pointer en presque un an. J'étais épuisé, mais c'était une bonne sorte d'épuisement. Le genre qui garnit votre plan d'épargne retraite et bâtit une réputation. La récompense pour tout ce labeur n'était pas seulement une prime. C'était ma maison. Une maison de ville à 2 étages à Maple Harbor, une banlieue calme et verdoyante juste à l'extérieur de Davenport Springs. Ce n'était pas un palais, mais c'était à moi. J'étais le seul nom sur l'acte de propriété. J'étais la seule à payer l'hypothèque. Chaque bardeau, chaque mètre carré de cloison sèche était un témoignage du fait que je pouvais construire quelque chose de permanent. Après une journée passée à gérer des entrepreneurs et à fixer des ingénieurs structurels, franchir cette porte d'entrée était comme traverser une frontière vers le seul territoire que je contrôlais vraiment. C'était aussi le territoire que j'avais volontairement, stupidement partagé. J'ai rencontré Dylan Brooks il y a 4 ans lors d'un barbecue sur un toit. Je n'étais là que parce qu'un collègue m'y avait traîné, promettant que je n'aurais pas à parler de capacités portantes. Dylan était caméraman indépendant, tout en charme naturel, une veste en jean parfaitement usée et un sourire qui pourrait désarmer une équipe du SWAT. Il parlait de projets passionnels et de trouver le récit dans la vie quotidienne. Il était tout ce que je n'étais pas. J'étais feuille de calcul, évaluation des risques et plan d'urgence. Il était spontané, artistique et perpétuellement au bord d'une percée. Il me faisait rire. Il me faisait me sentir comme autre chose qu'une chef de projet. Il était ma seule rare exception à une vie construite sur la logique. Environ un an plus tard, il a perdu son bail. Son colocataire, un autre créatif, avait décidé de se trouver lui-même en Thaïlande, laissant Dylan avec un loyer qu'il ne pouvait pas couvrir. C'est juste pour quelques semaines, Char, avait-il dit, son sac de sport déjà sur le sol de ma chambre d'amis. Juste jusqu'à ce que je décroche ce gros contrat de documentaire. Quelques semaines se sont transformées en 3 ans. Le contrat de documentaire ne s'est jamais concrétisé. L'entreprise de vidéographie de mariage haut de gamme non plus. À la place, il y a eu le podcast sur la crypto, qui a fait pskit après 6 épisodes. Puis il y a eu la tentative de vendre un cours en ligne sur la narration cinématographique, qui a ironiquement échoué parce qu'il n'a jamais fini la vidéo d'introduction. Ses revenus étaient un filet d'eau. Les miens étaient une rivière. Et ainsi, le paysage financier de notre foyer s'est installé dans un modèle calme et non dit. Je payais l'hypothèque. Je payais les charges, Internet et les courses. Le SUV argenté qu'il conduisait était à mon nom. Et les primes d'assurance provenaient directement de mon compte chèque. Je ne suis pas une idiote. Je connaissais le score. J'ai une feuille de calcul pour tout. C'est une habitude professionnelle qui déteint sur ma vie personnelle. J'ai des onglets pour mes comptes de retraite, ma valeur nette immobilière, et oui, un onglet soigneusement consigné et codé par couleur pour les dépenses ménagères partagées, qui n'étaient en réalité que les dépenses de Charlotte plus Dylan. Je voyais les chiffres. Je voyais le déséquilibre, mais je le rationalisais. C'est l'économie américaine moderne. Je me disais, c'est dur pour les freelances. Ce ne sont pas les années 1950. La femme peut être le principal soutien de famille. J'étais meilleur pour gagner de l'argent, alors je le faisais. Je soutenais son rêve. C'était juste un déséquilibre temporaire. Il était émotionnellement favorable. Il faisait le dîner parfois. Il me disait que j'étais brillante. J'ai choisi de croire que c'était un échange équitable. La seule véritable friction n'était pas Dylan. C'était ma famille.
Ma sœur, Alay, a 29 ans. Elle vit à la maison avec mes parents à Rockford Hill, une petite ville à environ 1 heure de là qui semble fonctionner selon un ensemble différent de lois physiques et économiques. Alay est créatrice de contenu. Cela implique apparemment de prendre des photos magnifiquement éclairées d'elle-même dans des tenues qu'elle ne peut pas se permettre, de les poster sur Instagram avec des légendes sur le fait de vivre sa vérité, et d'être entièrement financée par mes parents. Pour eux, Alay est la délicate, une poupée de porcelaine fragile qui doit être protégée des dures réalités comme l'emploi ou le paiement d'une facture. J'étais l'autre, la fonctionnelle, celle qui a obtenu la bourse d'ingénierie et n'est jamais rentrée à la maison pour demander de l'argent. Ma mère, Linda, et mon père, Robert, avaient un récit spécifique à mon sujet. J'étais trop concentré sur ma carrière. J'étais intimidante. Les hommes n'aiment pas quand tu es trop intelligente, Charlotte. Ma mère disait cela au dîner de Thanksgiving tout en tendant simultanément à Alay une part de tarte qu'elle n'avait pas coupée pour elle-même. Tu devrais être plus comme ta sœur. Adoucis-toi. Pour eux, mon indépendance n'était pas une victoire. C'était un défaut de caractère. Je n'étais pas leur fille qui réussit. J'étais leur distributeur automatique ambulant. Celle qui était censée payer l'addition lors des dîners de famille et ne jamais mentionner le fait que la création de contenu de Alay n'était qu'un euphémisme pour être un animal de compagnie très joli et très cher. Dernièrement, la dynamique est devenue étrange avec le projet Route 12 exigeant tout mon temps. J'avais manqué les derniers dîners du dimanche chez mes parents. Dylan, cependant, avait commencé à y aller sans moi. Je veux juste leur montrer que nous sommes sérieux, bébé. Il avait expliqué, en zippant la belle veste que je lui avais achetée pour un entretien d'embauche. Leur faire savoir que je fais partie de la famille, même quand tu es occupé. Cela semblait bizarre. Il créait des liens avec ma famille en mon absence. Mais j'ai repoussé ce sentiment. Je me suis dit que c'était un bon signe. C'était de la maturité. C'était lui qui prenait ses responsabilités, intégrait sa vie à la mienne, montrant à mes parents critiques qu'il était un élément permanent et fiable. Je pensais que c'était un signe de son engagement. J'étais une imbécile. J'étais tellement concentré sur le fait d'empêcher les ponts de Davenport Springs de s'effondrer dans la rivière. Je ne me suis jamais arrêté pour regarder les fondations de ma propre vie. Je n'ai jamais vu que le seul pont que j'aurais dû surveiller, celui construit sur la confiance, l'amour et la famille, était systématiquement creusé sous moi par les personnes mêmes pour lesquelles j'essayais de tout maintenir ensemble. Ils ne le laissaient pas seulement tomber. Ils sciaient les supports, tout en souriant à mon visage. J'ai quitté Northbridge Dynamics ce mardi soir avec le cerveau grillé. Le projet Route 12 était enfin miséricordieusement signé. 8 mois solides de semaines de travail de 60, parfois 70 heures. Mes os me faisaient mal. Tout ce que je voulais au monde, c'était enlever mes talons, retirer mes vêtements de travail et m'effondrer sur mon canapé avec la nourriture thaïlandaise la plus grasse et la moins chère que je pouvais trouver. Mon pouce planait déjà sur l'application de livraison alors que je tournais la clé dans ma propre porte d'entrée. Le fantasme s'est évanoui au moment où je suis entré. L'odeur m'a frappé en premier. Ce n'était pas l'odeur calme habituelle d'une maison vide ou l'arôme persistant de mon café du matin. C'était de l'ail. C'était du citron, du thym et du poulet rôti. C'était du vin. Je me suis arrêté net dans l'entrée. Mon lourd sac d'ordinateur portable a glissé de mon épaule et a frappé le sol avec un bruit sourd. Ma table à manger, habituellement un cimetière pour le courrier non ouvert et mes plans de projet, était dressée pour deux. Elle était couverte de ma meilleure nappe, celle que je n'utilisais que pour Thanksgiving, elle avait des serviettes en tissu, les verres à vin assortis et 2 grandes bougies vacillantes, et debout près du comptoir de la cuisine, s'essuyant les mains sur un torchon, il y avait Dylan. Il n'était pas dans son uniforme habituel de t-shirt de groupe délavé et de jogging. Il portait une bonne chemise bleue boutonnée, celle que je lui avais achetée il y a 3 mois pour un entretien qu'il prétendait avoir été reporté indéfiniment. Du jazz doux, le genre que je trouvais habituellement prétentieux, joué sur l'enceinte connectée. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» ai-je demandé. Ma voix semblait étrangère, rouillée par une journée de non-utilisation. « Ton projet est terminé ?» a-t-il dit en s'approchant. Il avait ce sourire, celui sans effort et charmant qui avait toujours été sa plus grande ressource naturelle. Je me suis dit que tu méritais une célébration. Nous méritons une célébration. Il a fait un geste vers le comptoir de la cuisine. Il avait ouvert le cabernet, le bon, la bouteille à $90 que je gardais pour cette occasion exacte. Une récompense personnelle pour la clôture du projet Route 12.
Il l'avait ouverte. Un petit scénario stupide, plein d'espoir et dangereux a commencé à se construire dans ma tête. Mon cerveau de chef de projet a commencé à faire les calculs. La maison nettoyée, la chemise chère, le vin à 90 $, le repas fait maison, qui a dû lui prendre des heures. Peut-être que c'était ça. Peut-être que tout mon soutien, toutes les feuilles de calcul où j'absorbais tranquillement son assurance automobile et sa facture de téléphone, avaient enfin payé. Peut-être que ce contrat de documentaire dont il parlait toujours s'était enfin concrétisé. Peut-être qu'il allait enfin faire sa part. Où mon estomac s'est serré, un nœud familier d'anxiété qui rivalisait soudainement avec un étrange espoir palpitant. Après 4 ans, après 3 ans qu'il vivait dans ma maison, peut-être que c'était la soirée. J'ai inconsciemment jeté un coup d'œil à ses poches, cherchant le petit renflement carré et révélateur d'une boîte à bagues. Je n'en ai pas vu, mais la table était dressée si parfaitement. « Dylan, c'est incroyable », ai-je dit, le laissant tirer la chaise pour moi. « Un gentleman. »« Seulement le meilleur pour toi, Char », a-t-il dit en versant le vin. La couleur était un rouge riche et profond. « Alors, raconte-moi tout. Qu'est-ce que ça fait d'être une femme libre ?» Et je l'ai fait. J'ai parlé. Je lui ai parlé de la signature finale, des exigences ridicules du conseil municipal et du sous-traitant qui a failli ruiner l'inspection finale. J'ai parlé pendant 20 minutes d'affilée, un torrent d'épuisement professionnel et de soulagement. Et il a écouté. Il a vraiment écouté. Il a hoché la tête. Il a posé des questions de suivi. Il n'a pas une seule fois jeté un coup d'œil à son téléphone. Il a rempli mon verre de vin. Il m'a regardé avec une intensité que je n'avais pas vue depuis des années. C'était le Dylan dont j'étais tombée amoureuse à cette fête sur le toit. L'homme engagé, attentif, passionné, pas le colocataire qui avait passé les 8 derniers mois à devenir un élément permanent de mon canapé, casque sur les oreilles, plongé dans un jeu vidéo. J'ai senti une chaleur se répandre dans ma poitrine qui n'avait rien à voir avec le vin. Je me sentais vu. J'avais enfin l'impression que nous étions une équipe. Il a apporté le poulet. C'était parfait. Il avait même fait des pommes de terre rôties. Nous avons mangé. Nous avons parlé. Nous avons bu le reste de la bouteille. Il a débarrassé les assiettes. Je me penchai en arrière dans ma chaise, faisant tourner la dernière gorgée de cabernet dans mon verre, ressentant un sentiment de paix authentique et simple pour la première fois depuis des mois. C'est là que je l'ai vu. La lumière de la bougie a accroché quelque chose sur sa main gauche alors qu'il attrapait les assiettes vides. C'était une bague, un simple anneau en argent brossé. Elle était à son annulaire. Mon sang s'est glacé. La musique jazz a soudainement semblé forte et stridente. Ce n'était pas sa bague. Il ne portait pas de bijoux sauf un bracelet en cuir usé que je lui avais donné il y a 2 ans. Et c'était à ce doigt, mais je ne portais pas une bague assortie. Il ne m'avait pas demandé. Il n'y avait pas eu de boîte. Mon évaluation interne des risques a commencé à clignoter en rouge. Les données étaient incohérentes. Cette variable ne correspondait pas au scénario. Dylan, ai-je dit, ma voix était soudainement plate. Toute la chaleur partit. Qu'est-ce que c'est sur ta main? Il s'est arrêté. Il a baissé les yeux sur sa main comme s'il remarquait la bague pour la première fois. Puis il a relevé les yeux vers moi et il a rayonné. Un sourire brillant, radieux de 1000 watts. Le genre de sourire que vous voyez sur les concurrents de jeux télévisés qui viennent de gagner le Grand Prix. Il s'est appuyé contre le cadre de la porte. Tout en grâce décontractée. « Je suis fiancé », a-t-il dit. L'air dans la pièce est devenu épais, irrespirable. Les mots ne s'enregistraient pas fiancé. Était-ce une nouvelle métaphore bizarre? Était-il fiancé à un nouveau projet? Un nouveau plan crypto? Quoi, ai-je chuchoté? Je suis fiancé, a-t-il répété, le sourire ne vacillant jamais. Il semblait fier. Allez. Allez, ma sœur. Le nom est juste resté suspendu là dans l'air entre nous. C'était une chose physique et toxique. Ça n'avait pas de sens. Allez était à Rockford Hill. Allez était Allez. Ce n'est pas drôle, Dylan, ai-je dit, mais ma voix tremblait. C'est une blague malade. Ce n'est pas une blague, Char. Il est retourné à la table. Il s'est assis en face de moi sur la chaise où je m'asseyais habituellement. Il s'est penché en avant comme s'il partageait des potins excitants. Nous nous voyons depuis des mois. Honnêtement,
c'est juste arrivé. Tous ces dimanches où j'allais dîner, tu étais tellement occupé avec le projet. Il a dit ça comme si mon projet était le problème. Elle me comprend juste, tu sais, a-t-il continué, sa voix sincère. Elle n'est pas toute enveloppée dans le travail. Elle est présente. Elle écoute vraiment. Le sang s'est retiré de mon visage. Mes parents. Tes parents sont ravis, a-t-il dit comme s'il confirmait ma question non posée. Nous leur avons dit dimanche dernier. Ta mère, Linda, était si heureuse. Elle a dit qu'elle a toujours senti que Ale et moi étions un meilleur match. Pour être honnête, j'ai juste fixé. Je ne pouvais pas sentir mes mains. L'homme que je soutenais depuis 3 ans. L'homme vivant dans ma maison venait de me dire qu'il était fiancé à ma sœur et que toute ma famille avait approuvé cela. Je savais que ce serait un peu un choc, a-t-il dit, son ton devenant pratique. C'est pourquoi je voulais faire ça, non? Faire un bon dîner. Je veux que nous gérions cette transition de manière mature et civilisée. Transition. Il utilisait mes mots, mon mot de gestion de projet. Nous, tes parents et moi, avons parlé d'un plan de transition. Un plan. Ils avaient planifié cela. Quel plan, ai-je étouffé? Eh bien, a-t-il dit en joignant le bout des doigts. Évidemment, Ale et moi devons économiser pour un dépôt sur notre propre endroit. Et ses revenus de créatrice de contenu augmentent encore. Il l'a dit sans trace d'ironie. Donc, je me suis dit que je pourrais rester ici encore un mois, peut-être 2. Je prendrai le canapé. Bien sûr, je ne suis pas un monstre. Ça nous donnera juste le temps de nous remettre sur pied. Il négociait sa rupture de ma vie tout en vivant encore dans ma maison. Et j'aurais besoin de continuer à utiliser la voiture, a-t-il ajouté après coup. Le SUV, juste pour le travail et pour aller à Rockford il voir aller évidemment, juste jusqu'à ce que nous ayons réglé notre propre transport. Il a pris une dernière gorgée de mon vin à $90. Il m'a regardé, son expression ouverte et raisonnable, comme s'il venait de présenter la solution la plus logique au monde. Puis il a livré la charge utile finale. Et pourquoi aller à épingler tous ces trucs? Son mariage de rêve va être assez cher et nous savons tous à quel point tu réussis chez Northbridge. Tes parents et moi pensions que peut-être tu pourrais aider à contribuer, tu sais, comme cadeau de mariage puisque nous sommes tous encore de la famille après tout. Pendant une longue seconde, je n'ai rien dit. J'ai juste fixé l'homme avec qui je vivais depuis 3 ans. L'homme qui portait ma chemise dans ma maison, ayant juste mangé un repas qu'il avait cuisiné pour célébrer mon succès, m'a dit qu'il épousait ma sœur et avait besoin d'emprunter ma voiture pour le faire. Le choc était une chose physique. C'était comme de l'eau glacée injectée directement dans mes veines. La musique jazz, l'odeur du poulet rôti, la lumière des bougies, avaient tout tourné allègre en un instant. C'était le décor d'un film d'horreur. À l'intérieur, mon monde se liquéfiait. Les fondations de ma vie, ma maison, ma famille, ma relation venaient d'être dynamitées. Mais à l'extérieur, après 8 mois de semaine de 70 heures à gérer des projets d'intégrité structurelle de plusieurs millions de dollars, à fixer des entrepreneurs 2 fois plus âgés que moi. À l'extérieur, j'étais très calme. Je me suis levé lentement. J'ai marché vers le salon, vers le chariot de bar. Mes mains tremblaient. Je pouvais sentir les tremblements commencer dans mes avant-bras. J'ai dévissé le bouchon d'une bouteille de whisky, le bon truc. Le genre tourbé et fumé dont Dylan disait toujours qu'il sentait comme un feu de pneu. J'ai versé 3 doigts dans un verre lourd. J'en ai bu la moitié d'un trait. La brûlure a été immédiate, une douleur bienvenue, aiguë et propre. Elle a stabilisé mes mains. Je suis retourné à la salle à manger. Dylan était toujours assis là à me regarder avec cette même expression placide et raisonnable. J'ai levé mon verre. Félicitations à vous deux, ai-je dit. Ma voix était monotone. Il a laissé échapper un long soupir de soulagement audible. Il a réellement souri. Il pensait que j'allais bien. Il pensait que j'étais la femme mature et civilisée sur laquelle il comptait. Oh, merci mon Dieu, SH. A-t-il dit, se relaxant dans la chaise. Je savais que tu comprendrais. Tu es toujours si pratique. J'ai dit à ta mère que tu serais la raisonnable à ce sujet. En fait, Ale et moi pensions que nous devrions faire une petite fête d'annonce de fiançailles. Juste les amis proches et la famille. Nous pourrions même l'avoir ici le week-end prochain. Ce serait un excellent moyen de montrer à tout le monde que nous sommes tous une grande famille moderne et solidaire,
qu'il n'y a pas de rancune. La voir ici, chez moi, une fête célébrant ses fiançailles avec ma sœur. Le whisky avait fait son travail. Mes mains étaient parfaitement immobiles. Le chef de projet dans mon cerveau, celui qui avait dormi pendant tout ce dîner désastreux, a finalement pris le volant. La partie émotionnelle, pleine d'espoir, stupide de moi a été poussée dans un placard, et la partie de moi qui gérait les budgets, les délais et les crises s'est avancée. J'ai posé le verre de whisky sur la table avec un clic calme et définitif. « Tu as 2 heures, ai-je dit. » Dylan a cligné des yeux, son sourire vacillant. « 2 heures pourquoi? Pour aider à planifier la liste des invités? Tu as 2 heures pour emballer tes affaires et sortir de ma maison. » J'ai dit « ma maison, pas notre maison. » Je l'avais payée. Mais à ce moment-là, je la possédais d'une manière que je n'avais jamais eue auparavant. Son visage a changé. Le masque charmant et raisonnable s'est dissous. En dessous se trouvait quelque chose de laid, d'ayant droit et de faible. « Quoi » a-t-il sifflé. « Tu ne peux pas être sérieuse. Charlotte, ne sois pas une enfant. Je vis ici. Tu as vécu ici. » Je l'ai corrigé. Ma voix est plate comme un rapport structurel. Ton statut d'invité a été révoqué. La portée du projet a changé. Tu as 120 minutes pour rassembler tes objets personnels et quitter les lieux. Tu ne peux pas me mettre dehors. Sa voix montait, se brisant d'incrédulité et de panique soudaine. J'ai des droits. Je suis locataire. Je te poursuivrai. Tu devras passer par un processus d'expulsion formelle qui prend des mois. Charlotte, des mois. Tu n'es pas locataire, ai-je dit, marchant déjà vers mon bureau. Tu n'as jamais payé de loyer. Tu n'as jamais payé une facture de service public. Il n'y a pas de bail. Tu es un invité qui a abusé de son accueil. Tes 2 heures ont commencé il y a 60 secondes. Tu es juste une folle, jalouse, a-t-il crié en me suivant. Tu ne supportes pas que j'ai trouvé quelqu'un qui m'aime vraiment, quelqu'un qui n'est pas une bourreau de travail froide et calculatrice. Tu vas me jeter à la rue. Et c'est là qu'il l'a fait. Il a sorti son téléphone, son visage déformé de rage en un masque de chagrin théâtral. Il a tâtonné avec l'écran, son pouce glissant frénétiquement. Je vais le dire à tout le monde, a-t-il craché. Je vais leur montrer exactement qui tu es. Son écran s'est allumé. Il passait en direct. Et, a-t-il dit, sa voix soudainement épaisse de fausses larmes. La caméra pointait directement sur son propre visage. Et tout le monde, je ne sais pas quoi faire. Mon ex-Charlotte, elle me met dehors en ce moment. Il a tourné la caméra vers moi. Je me tenais dans l'embrasure de la porte de mon bureau. J'étais censé crier. J'étais censé pleurer, me jeter sur le téléphone, lui donner les images qu'il désirait. Il voulait une diatribe d'ex-copine folle. Je l'ai juste regardé. Puis j'ai sorti mon propre téléphone. Je l'ai tenu pour que lui et son live stream puissent voir l'écran. J'ai calmement, délibérément composé 3 chiffres. 9 moins 1 moins 1. Ses yeux se sont écarquillés. Les fausses pleurs se sont arrêtées. Qu'est-ce que tu fais? Tu es folle? Tu appelles les flics. Je lui ai tourné le dos, lui accordant toute mon attention. La ligne a cliqué. Davenport Springs 911. Quelle est votre urgence? La voix était calme, féminine et ennuyée. Bonjour, ai-je dit, ma voix est claire et stable comme si je commandais une pizza. Je m'appelle Charlotte Phillips. Je suis au 1422 Maple Arbor Drive. Je suis la seule propriétaire. J'ai un homme chez moi qui refuse de partir. Il n'est pas locataire. Il ne paie pas de loyer. Et je viens de lui demander de quitter les lieux. Il devient maintenant agressif et refuse. Je voudrais une escorte policière non urgente pour le faire expulser de ma propriété. Madame, est-il une menace? Il me diffuse actuellement en direct sur les réseaux sociaux pour tenter de m'intimider, mais il n'est pas physiquement violent. J'ai juste besoin qu'il soit expulsé. Des officiers sont en route. Madame, veuillez rester en ligne. J'ai mis le téléphone sur haut-parleur et l'ai posé sur mon bureau. Je me suis retourné vers Dylan. Il avait arrêté le live stream. Son visage était blanc. Tu as appelé les flics, a-t-il chuchoté horrifié. Tu appelles les flics pour moi. Tu prétends être locataire, ai-je dit.
Je ne fais qu'engager les autorités compétentes pour clarifier ton statut juridique. Il te reste 98 minutes. Les 10 minutes suivantes ont été silencieuses, à part le son de la musique jazz maintenant agaçante. Dylan restait juste debout dans mon salon, vibrant d'une rage dont il ne savait clairement pas quoi faire. Il n'a pas fait ses bagages. Il m'a juste fixé. On a frappé à la porte. Pas un coup de bonjour, un coup ferme à 2 articulations de police. Le regard de Dylan a claqué vers la porte, puis vers moi. Panique pure dans ses yeux. Il ressemblait à un animal acculé. J'ai marché jusqu'à la porte, et à ce moment-là, j'ai pris la décision la plus importante de la nuit. Je suis sorti sur le porche, tirant la porte d'entrée fermée derrière moi, laissant Dylan à l'intérieur hors de portée de voix. 2 officiers se tenaient là, un homme et une femme. Leur visage était impassible. « Madame, c'est vous qui avez appelé ?» a demandé l'officier femme. « Oui, officier. Je suis Charlotte Phillips. Je possède cette maison. » Avant même qu'elle puisse demander, j'avais sorti mon téléphone. Je n'étais pas seulement propriétaire. J'étais chef de projet. J'avais ma documentation prête. Ceci est mon permis de conduire avec cette adresse, ai-je dit en le lui tendant. Ceci est mon téléphone. J'ai le fichier numérique de mon hypothèque. Comme vous pouvez le voir, je suis le seul nom sur le prêt. Voici les 3 dernières factures de service public, également à mon nom, payées par mon compte bancaire. L'officier homme a braqué sa lampe sur la carte d'identité puis sur mon visage. L'officier femme a scanné les documents sur l'écran de mon téléphone. Elle a fait défiler pendant moins de 30 secondes. D'accord. Mademoiselle Phillips. Et l'homme à l'intérieur, son nom est Dylan Brooks. Il est mon partenaire depuis 4 ans et un invité dans ma maison depuis 3. Il ne paie pas de loyer. Il n'y a pas de bail. Ce soir, il m'a informé qu'il est fiancé à ma sœur et a ensuite refusé ma demande de partir, prétendant qu'il a des droits de locataire. Je voudrais qu'il parte maintenant. Elle a hoché la tête. L'échange entier a pris moins d'1 minute. Veuillez attendre ici, madame. Ils sont entrés. Je suis resté sur le porche, mais je pouvais tout entendre à travers la porte fermée. J'ai entendu Dylan commencer sa routine de victime. Juste un malentendu, officier. Elle est juste contrariée, elle est jalouse. J'ai entendu la voix de l'officier femme couper la sienne. Monsieur, j'ai vu l'hypothèque. Ce n'est pas votre propriété. Vous n'êtes pas répertorié comme locataire. Vous êtes un invité et la propriétaire vous a officiellement demandé de partir. Vous devez faire un sac et partir. Je ne peux pas juste partir. Je n'ai nulle part où aller. Tout mon équipement. C'est toute ma vie. Vous pouvez prendre ce que vous pouvez porter ce soir, a dit l'officier homme, sa voix lourde d'ennui. Il avait clairement vu cela 100 fois. Vous pourrez vous arranger avec mademoiselle Phillips par notre intermédiaire pour récupérer le reste de vos biens à une date ultérieure, mais ce soir vous partez volontairement ou menotté pour intrusion. Votre choix. La porte s'est ouverte. Dylan a trébuché dehors, traînant ses 2 grandes valises, celles que je lui avais achetées pour notre voyage d'anniversaire sur la côte. Il tenait également 3 grands sacs poubelles noirs de taille industrielle, que je supposais pleins de ses vêtements, ses jeux vidéo et son microphone. Il était un spectacle pathétique. Mais au moment où il m'a vu, l'apitoiement sur soi s'est transformé en venin. Il a tâtonné pour son téléphone à nouveau et a appuyé sur le bouton de diffusion en direct. Voilà ce qui arrive, a-t-il crié dans la caméra. Des larmes, de vraies cette fois, coulant sur son visage. Voilà ce qui arrive quand on tombe amoureux de la bonne personne. Elle me jette dehors avec la police. C'est un monstre. Je suis sans abri. Juste pour trouver le grand amour avec sa sœur. Il filmait les voitures de police. Il filmait mon numéro de maison. Il me filmait. Je suis juste resté là. Je n'ai pas dit un mot. Je n'ai pas bougé. Alors qu'il traînait sa vie le long de mon allée, racontant toujours sa propre chute pathétique pour ses 5 abonnés en ligne, j'ai fait un pas en arrière dans mon entrée. J'ai appuyé sur un seul bouton du clavier de la maison intelligente, la caméra haute définition capable de vision nocturne intégrée à ma sonnette intelligente s'est animée silencieusement. Elle a commencé à enregistrer. Elle a capturé l'audio de ses jérémiades. Elle a capturé les lumières clignotantes des voitures de police.
Elle a capturé un plan grand angle objectif parfait de lui escorter hors de ma propriété, non pas comme une victime, mais comme un intrus. J'avais son récit et j'avais le mien. J'ai regardé jusqu'à ce que lui et ses sacs poubelles soient entassés sur le trottoir, attendant une voiture, probablement de mes parents. J'ai fermé ma porte, verrouillé le pen dormant, et pour la première fois en 4 ans, je me suis senti vraiment complètement et heureusement seul dans ma propre maison. Je n'ai pas dormi. Je me suis assise sur mon canapé, celui vers lequel il avait prévu de transitionner, et j'ai juste existé. La maison était profondément silencieuse pour la première fois en 3 ans. Pas de tapotement de clavier sur un podcast qu'il ne finirait jamais, pas de bruit de fond d'un jeu vidéo. C'était juste le bourdonnement de mon réfrigérateur et le son de ma propre respiration. Le silence était vaste, froid et un profond soulagement. Puis, vers 6 heures, j'ai pris mon téléphone. C'était une explosion nucléaire. L'écran était un mur solide de notifications, près de 80 SMS, plus de 30 appels manqués. Mes flux Instagram et Facebook étaient en feu, un flux constant de nouveaux tags et commentaires. Son live stream avait trouvé son public. La vidéo qu'il avait tournée depuis mon trottoir. Celle de lui pleurant avec ses sacs poubelles faisait le tour de toute notre famille élargie et de notre groupe d'amis. Il était la victime au cœur brisé. J'étais la reine de glace. Les commentaires étaient un genre spécial d'enfer. Ma tante Karen, j'ai toujours dit que Charlotte était tout à faire. Pas de cœur. Pauvre Dylan. Une vieille amie d'université, voilà ce qui arrive quand on est accro au travail. On repousse les hommes bien. Si triste. Même mon propre cousin, Marc, waouh. Dur. Le mettre dehors avec les flics. C'est un nouveau bas-fond, même pour toi. Il réécrivait ma réalité en temps réel. Je n'étais pas une femme qui avait été trahie. J'étais une propriétaire cruelle expulsant un poète malade d'amour. Le récit était fixé et j'étais la méchante. Mon téléphone, que je fixais avec horreur, a soudainement vibré dans ma main. L'identifiant de l'appelant a clignoté. Linda Phillips, ma mère, une minuscule partie stupide de moi, la partie petite fille de 9 ans a pensé, elle appelle pour prendre de mes nouvelles. Elle appelle pour dire qu'elle est horrifiée par ce que Ale a fait. J'avais tellement tort. J'ai répondu, maman. Charlotte, qu'est-ce que tu as fait au nom de Dieu? Non. Bonjour. Non. Est-ce que tu vas bien? Juste un cri accusateur sauvage. Le son d'une mère ours. Ne me protégeant pas, mais protégeant son autre petit. Quoi, ai-je bégayé? Ne me fais pas de quoi. Mon téléphone sonne depuis ce matin. Dylan est une épave. Ale est hystérique. Tu as appelé la police pour Dylan. Tu as jeté ce pauvre garçon à la rue au milieu de la nuit. Maman, il est fiancé à Ale. Il me manque depuis des mois. Il l'a dit chez moi. Il m'a dit que tu étais heureuse à ce sujet. Il y a eu une pause, pas une pause choquée, une pause calculatrice. Eh bien, franchement, Charlotte, je ne suis pas surprise, a dit ma mère, sa voix passant d'un cri à un ton froid et dédaigneux. Et pour être parfaitement honnête, Robert et moi disons depuis des années que Dylan était un bien meilleur parti pour Ale. C'est un homme sensible et créatif. Ale comprend qu'elle est douce. Elle est féminine. Tu as toujours été trop occupé avec tes feuilles de calcul et ton béton. C'était un coup direct. Ma propre mère confirmant qu'elle avait observé ma relation, attendant qu'elle échoue, et invitant ma sœur à picorer le cadavre. Il vit avec moi depuis 3 ans. Maman, je le soutiens. Il a planifié ça avec vous, vous tous. Ne sois pas si égoïste, Charlotte. Elle a claqué. Les hommes ne sont pas une propriété. Tu ne peux pas juste en garder un. Il est tombé amoureux. Ces choses arrivent. Et maintenant, à cause de ta petite colère, tu as humilié cette famille. Dylan est à la maison en train d'essayer de dormir sur le canapé-lit. Et Ale est hors d'elle. J'étais sans voix. Ma gorge se serrait. Maintenant, voilà ce qui va se passer, a-t-elle continué, sa voix prenant le ton qu'elle utilisait pour organiser la vente de gâteaux de l'église. Tu vas appeler Dylan et t'excuser d'avoir réagi de manière excessive. Il est prêt à te pardonner. Il peut retourner dans ta chambre d'amis. Il restera hors du canapé. Très bien pour quelques semaines. Juste jusqu'à ce que lui et Ale puissent installer l'appartement du sous-sol ici.
Reviens. Ne sois pas difficile. Charlotte, c'est le moins que tu puisses faire. Tu as causé assez de drames. Et en parlant du sous-sol, Robert et moi le vidons pour eux. Mais ils n'ont rien pour commencer. Absolument rien. C'est un nouveau départ pour eux. Elle a fait une pause. Je pouvais l'entendre prendre une respiration, se préparant pour la grande demande. Alors, Robert et moi avons décidé que la chose adulte la plus mature à faire pour toi comme geste de bonne volonté, comme cadeau de fin d'études pour ta sœur. Vraiment, c'est de les laisser avoir ton ensemble de salon, le canapé et la grande télé. Et ce charmant mélangeur KitchenAid. Elle adore ça. Elle divisait les actifs que j'avais payés. Elle voulait que je meuble le nid d'amour de l'homme qui m'avait trompé avec ma sœur. La glace dans mes veines de la veille est revenue plus fort cette fois. Non, ai-je dit. Non. Qu'est-ce que tu veux dire non? Je veux dire, non. Non, il ne revient pas. Non, ils ne peuvent pas avoir mon canapé. Non, ils ne peuvent pas avoir ma télévision. Et non, je ne m'excuserai pas. J'étais debout, faisant les 100 pas dans mon salon, regardant le canapé en question. Mon canapé. C'est moi qui ai été trahi, ai-je dit, ma voix montant. Par lui, par Allais, et par toi et papa. Vous saviez tous. Vous m'avez tous menti. Vous n'aurez pas une chose de plus de moi. La ligne est devenue silencieuse. Le ton calculateur avait disparu, remplacé par un froid arctique profond. Je vois, a dit ma mère, sa voix un sifflement bas. Je vois comment c'est. Après tout ce que nous avons fait pour toi, après tous les sacrifices, tu as toujours été comme ça, Charlotte. Froide, égoïste, impitoyable. Très bien. Si tu vas choisir tes meubles plutôt que ta propre famille, n'ose pas venir pleurer vers nous quand tu seras toute seule. Ne nous reproche jamais de ne plus te parler. Elle a raccroché. Je suis resté là, la tonalité bourdonnant dans mon oreille. Le monde basculait. Ma propre mère venait de me renier pour un canapé. Je n'ai pas eu le temps de traiter cela. Je tenais encore le téléphone mort quand la sonnette a retenti. J'ai regardé le flux de la caméra de la sonnette intelligente. Mon cœur s'est arrêté. C'était Allais. Elle se tenait sur mon porche, mais ce n'était pas la Allais hystérique en pleurs que ma mère avait décrite. Oh, non. Elle était habillée pour une séance photo. Elle portait une robe blanche fluide d'apparence neuve, un maquillage parfait, et ses cheveux étaient en vagues impeccables. Elle avait l'air d'être au milieu d'une campagne Instagram « Je vis ma meilleure vie ». Et elle tenait un bloc-notes jaune, une liste. J'ai ouvert la porte. Je n'ai pas dit un mot. Je suis juste resté dans l'entrée, bloquant son chemin. Charlotte, a-t-elle dit, sa voix légère, comme si elle était là pour emprunter une tasse de sucre. Elle ne m'a pas regardé dans les yeux. Elle regardait au-delà de moi dans ma maison comme si elle évaluait une vente de succession. Qu'est-ce que tu veux, Allais? Eh bien, a-t-elle dit en glissant une vague parfaite derrière son oreille. Maman m'a dit que tu étais difficile, mais je suis là maintenant, alors on peut juste en finir. Dylan est tellement stressé. J'ai juste besoin de récupérer ses. Eh bien, nos affaires pour qu'on puisse s'installer. Elle a levé le bloc-notes. J'ai fait une liste. J'ai regardé la liste. Elle l'avait écrite dans sa cursive parfaite et pétillante. En haut de la liste, canapé du salon, le sectionnel gris, la télé Samsung 65 pouces, ensemble de chambre principale, l'ensemble complet, Charlotte, Dylan aime le matelas, le set de casserole le creuset, les bleus, le Vitamix, équipement de studio de Dylan, microphone. Elle avait mis mon nom Charlotte entre parenthèses comme si j'étais un détail à gérer. Nos affaires, ai-je répété, ma voix dangereusement calme. Tu appelles mes affaires nos affaires. Eh bien, ouais, a-t-elle dit, croisant enfin mon regard avec un petit mouvement de défi des yeux. Dylan a vécu ici aussi. C'est une propriété commune, en gros. Et d'ailleurs, tu n'es jamais là. Tu es toujours au travail. Nous utiliserons réellement ces trucs. Tu devrais être heureuse pour nous. Je suis enfin heureuse. Charlotte, Dylan me rend heureuse. C'était une poupée de porcelaine, celle que mes parents avaient protégée de toutes les difficultés de la vie. Elle se tenait sur mon porche après avoir volé mon fiancé, et me présentait maintenant un acte de vente pour ma propre vie. Je l'ai regardée. J'ai regardé sa liste stupide. J'ai regardé sa robe blanche stupide.
Sors de ma propriété, ai-je dit. Son sourire a vacillé. Quoi? Ne sois pas une telle. Je suis juste là pour nos affaires. La seule chose dans cette maison qui appartient à Dylan, ai-je dit en m'avançant sur le paillasson, est dans 2 valises et 3 sacs poubelles sur le trottoir où il les a laissés hier soir. Tout le reste, cette maison, ce canapé, mon matelas, et mes putains de casseroles, a été payé par moi, par mon travail. J'ai les reçus. J'ai pointé un doigt, pas vers elle, mais vers le trottoir. Tu as 30 secondes pour sortir de ma propriété, allez, ou j'appellerai le 911 pour la 3e fois, et je te ferai arrêter pour intrusion, et j'apprécierai chaque seconde. Elle m'a fixé, sa bouche s'est ouverte et fermée. Ce n'était pas dans le script? La délicate féminine n'obtenait pas ce qu'elle voulait. Tu ne le ferais pas, a-t-elle chuchoté. Je les ai appelés pour ton fiancé hier soir. J'ai dit que tu es ma sœur. Ça devrait être tellement plus facile. Son visage, le masque parfaitement soigné s'est finalement brisé. Il s'est déformé dans la rage laide et familière d'une enfant gâtée. Elle a poussé un cri perçant et a tapé du pied. Puis elle s'est tournée, a couru le long de mon allée vers sa voiture, celle que mes parents lui avaient achetée, et a démarré en trombe, pneus crissants. Je l'ai regardé partir. Je suis rentré, j'ai verrouillé le pêne dormant, et j'ai immédiatement appelé un serrurier. La contre-attaque de Haley est venue plus vite que je n'aurais pu l'anticiper. Au moment où le serrurier avait fini de changer les clés de toute ma maison, une dépense satisfaisante de $300 que j'ai payée avec le sourire, mon téléphone explosait à nouveau. Elle n'avait pas seulement fait un post. Elle avait lancé une campagne sur Facebook. Elle a posté un long statut décousu accompagné d'une photo d'elle et Dylan datant d'il y a des mois. Tous les 2 l'air ébouriffés par le vent et artistique. Le post était un chef-d'œuvre de fiction manipulatrice. Elle a écrit sur ma sœur brillante mais troublée bourreau de travail qui, aveuglée par sa propre ambition, avait maintenu son partenaire dans un état de désespoir silencieux. Elle a prétendu que j'avais contrôlé Dylan, tenant les finances au-dessus de sa tête, et que lorsqu'il a finalement trouvé un moment de pure connexion vraie avec elle, j'avais craqué. Elle a peint une image de moi comme une tyran domestique et de Dylan comme son prince secouru. Le post se terminait par une fioriture dramatique tachée de larmes. Hier soir, elle a prouvé sa froideur en jetant cet homme merveilleux et doux dans le froid, l'obscurité avec rien d'autre que les vêtements sur le dos simplement pour le crime d'aimer. S'il vous plaît, priez pour eux. La story Instagram était encore plus puissante. C'était une série de courts clips de 10 secondes. Haley, mascara coulant, chuchotant à la caméra, j'ai juste tellement peur d'elle. Vous ne savez pas comment elle est. Un plan de Dylan en arrière-plan assis sur le canapé du sous-sol de mes parents. La tête dans ses mains ressemblant à l'image de la masculinité vaincue. Une dernière diapositive de texte dévastatrice. La famille ne devrait pas faire ça à la famille. Je suis brisé. Et juste comme ça, le jury de nos pères a été convoqué et un verdict a été rendu. Ma famille, mes amis et des gens à qui je n'avais pas parlé depuis le lycée s'y mettaient tous. Je t'avais dit que c'était une cocotte minute. Pauvre Dylan. Il est trop sensible pour quelqu'un comme Charlotte. Voilà à quoi ressemble la dépression et l'addiction au travail. Elle est vraiment malade. Haley, chérie, toi et Dylan êtes mieux sans elle. Envoi d'amour. Je me suis assise à mon ordinateur portable, mes nouvelles clés lourdes sur le bureau. Mes mains tremblaient. C'était un nouveau genre de guerre, une guerre à laquelle j'étais complètement non préparé. Ils attaquaient ma réputation. Ils faisaient de moi l'abuseur. J'ai senti une vague d'humiliation si profonde que c'était écœurant. Moi, une chef de projet qui vivait de données et de faits vérifiables, j'étais en train d'être défaite par un récit. Un récit. S'ils voulaient jouer sur la place publique, j'ai pensé, alors nous jouerons. Mais je n'allais pas apporter de sentiments. Je n'allais pas apporter de larmes ou de mascara. J'allais apporter les reçus. J'ai ouvert mon ordinateur portable et je me suis mise au travail. Ce n'était plus une dispute familiale. C'était un projet. L'objectif, atténuation des risques et correction narrative. J'ai ouvert mon application bancaire. J'ai ouvert mon compte Venmo. J'ai ouvert mon historique Zelle. J'ai ouvert le dossier partagé sur mon disque dur où je gardais toutes mes feuilles de calcul ménagères. J'ai passé l'heure suivante à faire des captures d'écran. J'étais méthodique. J'étais précise. J'étais un chirurgien.
J'ai trouvé la transaction Venmo de Dylan datée de 8 mois auparavant pour 50 balles. La ligne mémo disait « Argent pour le café, tu es la meilleure ». C'était l'une des 3 seules transactions de sa part au cours des 12 derniers mois. J'ai fait une capture d'écran des frais mensuels récurrents de mon compte chèque pour sa prime d'assurance automobile, une ligne sous mon nom pour la Ford Escape. J'ai fait une capture d'écran des factures de services publics, gaz, électricité, eau, l'Internet au débit à 1000 $ par an dont il avait besoin pour son travail. Tout à mon nom, tout payé par mon compte. J'ai fait une capture d'écran de la facture Netflix, de la facture Hulu, de la facture du forfait famille Spotify. J'ai fait une capture d'écran du transfert Zelle de moi à lui étiqueter l'objectif de caméra pour 800 $, qu'il avait promis de rembourser quand son gros contrat arriverait. C'était il y a 2 ans. J'ai tiré chaque élément de données qui montrait le fait indiscutable codé par couleur que je n'avais pas été sa partenaire. J'avais été sa seule bienfaitrice. Je n'avais pas été sa petite amie. J'avais été son organisation à but non lucratif d'une seule femme. Puis je suis allé à mes SMS. Je n'ai pas fait défiler loin, juste 4 jours jusqu'au vendredi précédent quand j'étais dans le puits absolu de mon enfer du projet Route 12. Dylan, je prends juste des nouvelles. Je sais que tu es écrasé par le travail. Tu es mon héros. Sérieusement, ce que tu fais est incroyable. Dylan t'a fait à dîner. C'est dans le frigo. N'oublie pas de manger. Dylan, si fier de toi. Hâte que ce soit fini pour que je puisse te récupérer. Tu es mon rock. Mon rock. 4 jours avant qu'il n'annonce ses fiançailles avec ma sœur. J'ai fait une capture d'écran de l'échange entier. Je me suis connecté à mon compte Facebook. J'ai ignoré les 30 nouvelles notifications me taguant dans le post de Haley. J'ai pris une profonde inspiration tremblante, et j'ai composé un nouveau post public de mon cru. Il semble que ma famille a décidé d'étaler certaines affaires privées publiquement, ai-je commencé. Bien que je trouve toute cette situation déchirante, quelques détails clés et réalités financières semblent avoir été omis du récit de ma sœur. En tant que chef de projet, je crois aux données. Alors, regardons les données. J'ai joint la première capture d'écran, l'historique Venmo. Voici la contribution totale de Dylan à nos dépenses ménagères pour la dernière année civile, environ 120 $. J'ai joint la deuxième, un résumé expurgé de ma feuille de calcul ménagère. Voici les dépenses ménagères pour la même année civile. Environ 28 000 $, sans compter l'hypothèque, payée par mois. J'ai joint la troisième. Voici l'assurance automobile pour la voiture qu'il conduit actuellement, payée par mois. J'ai joint la quatrième. Voici le transfert Zelle de 800 $ pour l'équipement de travail. Il n'a jamais remboursé. Payé par mois. J'ai continué. J'ai joint les factures de services publics, les services de streaming. J'étais poli. J'étais factuel. J'étais absolument brutal. J'ai terminé le post avec une pièce jointe finale dévastatrice. Ce n'est pas une question d'argent, ai-je écrit. C'est une question de vérité. Le récit d'une bourreau de travail contrôlante est faux. Le récit d'un pauvre homme victimisé est faux. Voici des SMS de Dylan envoyés à moi il y a tout juste 4 jours exprimant son amour et sa gratitude, 4 jours avant qu'il ne m'assoie pour ce dîner de célébration cuisiné avec mes courses, buvant mon vin, pour me dire qu'il était fiancé à ma sœur. Je n'ai pas fait de colère. Je n'ai pas craqué. J'ai appelé la police pour faire expulser un intrus de ma propriété privée. Je souhaite à Haley et Dylan rien que le meilleur et j'espère qu'ils apprécieront leur nouvelle vie ensemble, une vie qu'ils financeront eux-mêmes à partir de ce jour. J'ai cliqué sur publier et j'ai éteint mon téléphone. Je suis resté assise dans le silence de ma maison aux clés changées pendant 1 heure entière. Puis j'ai rallumé mon téléphone. Le changement était sismique. La marée numérique n'avait pas seulement tourné, elle s'était inversée avec la force d'un tsunami. Mon post avait des centaines de réactions. Les commentaires de notre famille élargie avaient disparu de la page de Haley. Ma tante Karen, qui m'avait traité de sans cœur, avait supprimé son commentaire. Puis sont venus les nouveaux commentaires sous mon post. Oh mon Dieu, Charlotte, je n'avais aucune idée. Les reçus. Waouh. Les pages de Haley et Linda sont soudainement devenues privées. Intéressant. Puis les DM ont commencé. Des excuses. Des gens qui me connaissaient depuis toujours, voyant soudainement la dynamique qui avait toujours été là, maintenant mise à nu avec des graphiques circulaires et des relevés bancaires.
Je suis tellement désolé, Charlotte. J'aurais dû mieux savoir. J'ai ressenti un sentiment de victoire sombre et toxique. Je détestais avoir eu à le faire. Je détestais que toute ma vie privée soit maintenant un spectacle public. Mais le récit était à nouveau le mien. Les faits avaient gagné. J'étais au milieu de la lecture d'une excuse de mon cousin quand une nouvelle notification est apparue sur mon écran. Ce n'était pas une alerte de réseau social. C'était une notification push de ma banque. Chevron, un débit de 55,10 $ a été approuvé. Je l'ai fixé. Je n'avais pas quitté ma maison. Je n'avais pas utilisé ma carte. J'ai cliqué sur la notification. Le débit provenait d'une station-service à Rockford Hill, la ville de mes parents. Mon sang s'est glacé. La voiture, la Ford Escape argentée, dans le chaos de l'escorte policière il était parti dans un Uber, mais les clés de ma voiture, celles qui avaient été sur son porte-clés, étaient parties avec lui dans sa poche. Il avait toujours ma voiture. Et maintenant, plus de 24 heures après que je lui ai officiellement dit de partir devant des témoins policiers, il la conduisait et utilisait ma carte de crédit, qui était liée à l'application d'essence de la voiture. Il conduisait une voiture qui était à mon nom avec une assurance que je payais, remplie d'essence qu'il facturait à mon compte, tout cela pour aller voir la sœur avec qui il m'avait trompé. Ce n'était pas un malentendu. Ce n'était pas un problème familial. C'était du vol. J'ai pris le téléphone. Je n'ai pas hésité. Davenport Springs 911. Quelle est votre urgence? Bonjour, ai-je dit, ma voix plus claire cette fois, plus dure. Je m'appelle Charlotte Phillips. Je dois signaler un véhicule volé. Je leur ai donné la plaque d'immatriculation. Je leur ai donné le VIN. Je leur ai donné la marque, le modèle et la couleur. Je leur ai donné le nom de l'homme qui l'avait prise, Dylan Brooks. J'ai expliqué qu'il était un ancien invité, avait été expulsé par la police pour intrusion la nuit précédente, et avait pris les clés sans ma permission. Je leur ai dit que le véhicule venait d'être utilisé dans une station-service à Rockford Hill, et que j'avais le reçu pour le prouver. J'avais déposé un rapport de police formel. La voiture était officiellement légalement recherchée. Ça n'a pas pris longtemps. 2 heures, peut-être 3. Mon téléphone a sonné avec un numéro inconnu. J'ai répondu. Charlotte. Oh mon Dieu, Charlotte. C'était Dylan. Sa voix n'était pas charmante ou poétique ou en colère. Elle était aiguë, hystérique et brisée par des sanglots. Charlotte, tu dois m'aider. Tu dois les appeler. Je suis au poste de police de Rockford Hill. Ils m'ont arrêté. Ils m'ont mis les menottes. Charlotte, devant tout le monde. Ils m'ont menotté sur le bord de la route. Tu dois leur dire que c'est un malentendu. Dis-leur que tu m'as laissé emprunter la voiture. J'ai laissé le silence s'étirer. Je pouvais entendre un tumulte en arrière-plan de l'appel. Une radio de police. La voix d'un officier. Il était au poste. Ce n'était pas un malentendu. Dylan, ai-je dit, ma voix calme. Quoi? Qu'est-ce que tu... Charlotte? S'il te plaît, ils vont parler de vol de grand chemin. Je vais être arrêté. S'il te plaît, dis-leur juste que c'était une erreur. Je rendrai la voiture. Je promets. Je suis en route pour Rockford Hill en ce moment même, ai-je dit. Oh, merci mon Dieu. Il a pleuré, une vague de soulagement pathétique. Merci. Merci. Merci, Char. Je savais que tu... Je suis en route pour récupérer ma voiture, ai-je interrompu, ma voix comme de l'acier, que la police a eu la gentillesse de localiser pour moi. Quant à ta situation juridique, c'est un projet différent. Quoi? Non, Charlotte, tu ne peux pas. Tu es un homme libre, Dylan. Tu peux passer un coup de fil. Je te suggère de l'utiliser. Appelle ta fiancée. Appelle mes parents. Appelle Linda. Elle semble gérer ton plan de transition. Cette partie est au-dessus de mon niveau de salaire. J'ai raccroché le téléphone, attrapé mon nouveau jeu de clés, et marché vers l'Uber que je venais d'appeler. Je devais aller récupérer mon SUV. Récupérer mon SUV à la fourrière de Rockford Hill a été une expérience calme, surréaliste et profondément satisfaisante. J'ai signé les papiers, montré ma carte d'identité et le rapport de police, et payé les frais de remorquage en espèces.
Les officiers étaient polis, à la limite de la sympathie. Dylan, m'a-t-on informé, avait été remis à la garde d'un membre de la famille, probablement mon père, après avoir été cité pour le rapport de véhicule volé. J'ai conduit ma voiture à la maison dans un silence absolu et béni. Cette nuit-là, j'ai essayé de retrouver une normalité. J'étais une forteresse d'une seule personne. J'avais de nouvelles serrures, une voiture propre et un congélateur bien approvisionné. J'ai fait chauffer une pizza surgelée au micro-ondes, le genre bon marché en carton qui a le goût de l'indépendance. Je me suis assise sur mon canapé, et j'ai mis une comédie sans cervelle sur Netflix. La maison était calme. Le stress des dernières 48 heures était assis dans mon estomac comme un poids de plomb, et la pizza avait un goût de cendre. Mais je me forçais à manger. J'essayais de me prouver que ma vie était toujours la mienne. J'étais à mi-chemin du film, juste à une scène calme et bavarde. Quand le son est venu, ce n'était pas un coup. C'était un martèlement. Boum. 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 Un poing ou peut-être un marteau, claquant contre ma nouvelle porte d'entrée. Tout le cadre de la porte a vibré. La boîte à pizza sur la table basse a vibré. Mon cœur n'a pas seulement sauté. Il a essayé de sortir de mon corps par ma gorge. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai quitté le canapé précipitamment. Ma pizza à moitié mangée oubliée. J'ai couru vers le couloir et j'ai ouvert l'application de ma caméra de porte d'entrée. L'écran s'est allumé. Mon Porsche avant était inondé de lumière et mon estomac est tombé au sol. C'était mon père, Robert Phillips. Il se tenait si près que son nez touchait presque la caméra. Son visage était d'un rouge marbré profond et terrible. Ses yeux étaient injectés de sang et exorbités. Je l'avais vu en colère. Mais c'était une rage que je ne reconnaissais pas. Et il n'était pas seul. Rôdant juste derrière lui sur les marches se trouvaient Dylan et Haley. Dylan n'était plus menotté. Il tenait son téléphone en l'air, lumière allumée, enregistrant toute la scène. Bien sûr qu'il le faisait. Haley était à côté de lui, agrippant son bras. Son visage un masque de chagrin dramatique taché de larmes. Mais ses yeux ne pleuraient pas. Ses yeux étaient vifs, dardant d'avant en arrière entre mon père et l'objectif de la caméra que Dylan tenait. Elle jouait la comédie. Puis mon père a commencé à crier. Il ne parlait pas. Il rugissait. Un son si fort qu'il était capté par le microphone de la caméra par-dessus ses propres martèlements. « Charlotte, ouvre cette porte maintenant. » Boum. 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 Tu ouvres cette porte, fille ingrate. Tu m'entends? Tu es une honte. J'étais figé. Mon dos contre le mur du couloir, regardant cela sur un écran de 4 pouces. Tu l'as fait arrêter, a hurlé mon père, pointant un doigt vers Dylan. Tu as fait de moi un imbécile. Toute la ville rit. Ma propre fille se retournant contre sa famille. Tu es irrespectueuse, égoïste et sans cœur. Il a frappé la porte à nouveau si fort que j'ai pensé que le bois se fendrait. C'était l'autorité que j'avais grandi en craignant. La main lourde, la voix qui ne permettait aucune discussion. Mais en le voyant sur un écran, séparé par une couche de verre et de technologie, ça avait l'air différent. Ça n'avait pas l'air d'autorité. Ça avait l'air pathétique. Mes mains tremblaient. Mais pas de peur, d'adrénaline. J'ai reculé du mur. Je ne suis pas allé à la porte. J'ai marché dans ma cuisine, mon téléphone toujours à la main. J'ai composé le 911. Davenport Springs 911. Quel est votre? Je l'ai coupé. Ma voix un murmure bas et urgent. Je m'appelle Charlotte Phillips, 1422 Maple Arbor Drive. J'ai des gens qui essaient d'entrer par effraction dans ma maison. J'ai appelé hier soir pour un intrus. Il est de retour. Il est avec ma sœur et mon père. Il martèle ma porte d'entrée. Sont-ils armés, madame? Je ne sais pas, ai-je chuchoté. Mon père me menace. Il crie. Ils ont tous été avertis de ne pas être ici. D'accord, Charlotte. Des officiers sont envoyés. Pouvez-vous aller dans une pièce sûre, une salle de bain, un placard? Je suis dans ma cuisine. J'attends. Je regardais toujours le flux en direct de la caméra de la porte d'entrée. Et soudain, ils étaient partis. Le Porsche était vide. Le visage rouge de mon père, la caméra de Dylan, les fausses larmes de Haley,
tout avait disparu. Ils sont partis, ai-je chuchoté à l'opératrice. Ils ne sont plus à la porte. Sont-ils partis, madame? Je ne sais pas. Et puis une nouvelle notification a allumé mon téléphone. Mouvement détecté au patio arrière. Une terreur froide et terrible m'a envahi. J'ai tapé sur la notification. L'application a basculé sur ma nouvelle caméra de patio arrière, celle que j'avais fait installer cet après-midi-là. Le projecteur à capteur de mouvement s'est allumé, illuminant ma petite arrière-cour d'un blanc dur et brillant. Et ils étaient là, tous les trois, blottis ensemble comme une équipe de cambrioleurs incompétents. Mon père, Robert, se tenait près de la haie, agissant comme guetteur. Dylan tenait son téléphone comme une lampe de poche, illuminant la porte coulissante en verre. Et Haley, ma sœur délicate en porcelaine, elle était accroupie près du rail de la porte. Dans sa main se trouvait une petite barre de métal sombre, un pied de biche. Elle le coinçait dans la jointure de la porte. Ils ne faisaient pas que marteler, ils entraient par effraction. Ils sont à la porte arrière, ai-je sifflé dans le téléphone. Ils sont à ma porte coulissante en verre. Ma sœur a un pied de biche. Elle essaie de l'ouvrir. Madame, éloignez-vous de la porte, a dit l'opératrice, sa voix tranchante et plus ennuyée du tout. Entrez dans une pièce et verrouillez la porte. Ne les engagez pas. Les officiers sont à 2 minutes. Restez en ligne avec moi. J'ai reculé dans mon garde-manger, tirant la porte presque fermée. J'étais debout dans le noir, entouré de boîtes de pâtes et de soupe en conserve. Mon cœur était un tambour contre mes côtes. Je l'ai entendu. Un son qui n'était pas sur le téléphone, un son de mon propre salon. Scratch. Clink. C'était le son du métal sur le verre et l'aluminium. Haley, elle essayait activement de forcer la serrure. Toute ma vie, j'avais été celle qui réparait les choses. J'avais été celle qui désamorçait, qui gérait, qui aplanissait les choses. J'avais été une fille bonne et responsable. Et dans ce garde-manger, dans le noir, j'ai réalisé que le projet était terminé. Ce n'était pas une dispute familiale que je devais gérer. C'était une invasion. J'ai entendu le son pour lequel j'avais prié. Pas de l'intérieur de la maison, mais de l'extérieur. Le faible whoop 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 montant des sirènes se rapprochant. Ils sont là, ai-je chuchoté à l'opératrice. Le grattement s'est arrêté. J'ai entendu un nouveau son de l'arrière-cour. La voix d'un homme criant. Police. Les mains là où on peut les voir. Maintenant au sol. J'ai entendu un cri perçant. Haley. J'ouvre la porte d'entrée pour les officiers, ai-je dit à l'opératrice et j'ai raccroché. J'ai couru vers ma nouvelle porte d'entrée, mes mains stables maintenant. J'ai tourné le pêne dormant et je l'ai ouverte. Un seul officier était sur mon porche, arme dégainée, mais pointée vers le sol. Je suis Charlotte Phillips, ai-je dit. Ils sont à l'arrière. Restez à l'intérieur, madame, a-t-il dit, et il m'a frôlé, traversant ma maison. Je ne pouvais pas rester à l'intérieur. Je l'ai suivi jusqu'au salon, m'arrêtant à la porte coulissante en verre. Mon arrière-cour, il y a quelques instants un carré noir absolu, était maintenant une scène de théâtre chaotique éclairée par 2 voitures de police et leurs lumières clignotantes rouges et bleues. 2 officiers avaient mon père, Robert, les mains à plat contre le côté de ma maison. Un autre officier menottait Dylan, qui avait laissé tomber son téléphone sur l'herbe où il était toujours allumé, filmant le ciel. Et Haley. Elle était à genoux sur le patio dans sa robe à la mode, sanglotant, de vrais sanglots. Cette fois, le petit pied de biche noir était au sol à quelques mètres d'elle. Mon père bafouillait, sa voix n'étant plus un rugissement, mais le gémissement d'un tyran qui avait été frappé en retour. C'est un malentendu. Nous vérifions juste notre fille. Elle ne va pas bien. Elle a volé les médicaments de mon fiancé. Haley a hurlé depuis le sol. Un nouveau mensonge se formant instantanément. Nous étions inquiets. Nous pensions qu'elle allait se faire du mal. Les médicaments pour le cœur de Dylan sont là-dedans. Nous devions les récupérer. Les médicaments pour le cœur de Dylan. C'était un mensonge. Si absurde. Si pathétique. C'était presque brillant. Le caméraman indépendant en bonne santé de 30 et quelques années, maintenant un patient cardiaque. Le premier officier, celui que j'avais laissé entrer, se tenait à côté de moi. Il avait vu le pied de biche.
Il avait entendu le mensonge. Il a regardé le chaos dans la cour, puis moi. J'étais juste debout là en chaussettes tenant mon téléphone. Il m'a fait signe de sortir sur le porche avant loin de la scène. Il m'a suivi. C'était un homme grand et il avait l'air fatigué. Mademoiselle Phillips, a-t-il dit, la voix basse. C'est une situation grave. Nous avons des signes clairs de tentative d'effraction. Nous avons l'outil qu'ils ont utilisé. Nous avons vos rapports précédents. Ce n'est pas une visite de courtoisie. J'ai juste hoché la tête, ma gorge trop serrée pour parler. Il a pris une respiration. Je dois vous demander maintenant. Voulez-vous porter plainte pour tentative d'effraction, intrusion et conspiration pour commettre un crime? Parce que si vous le faites, tous les trois vont en prison ce soir. Il me demandait de faire un choix. Pas un choix de chef de projet, pas un choix de fille, un choix de survivante. J'ai regardé au-delà de lui vers ma pelouse avant. Je pouvais voir mon père, Robert, être conduit sans menottes, mais détenu vers une voiture de police. Il n'avait plus le visage rouge. Il avait juste l'air vieux. Il a croisé mon regard. Son regard n'était pas en colère. Il était implorant. C'était mon père, et je ne ressentais rien. La partie de moi qui était sa fille, la partie qui était la sœur de Haley, la partie qui avait jamais aimé Dylan, tout avait brûlé. C'était une vieille fondation qui avait échoué à un test de résistance. Je me suis retourné vers l'officier. Je l'ai regardé directement dans les yeux. Oui, ai-je dit. Ma voix était claire et n'a pas vacillé. Je le veux. Regarder mon père, ma sœur et mon ex-fiancé se faire traiter dans ma propre arrière-cour était une expérience hors du corps. Ils ont été fouillés, mis dans des voitures séparées et emmenés. Les lumières rouges et bleues ont disparu dans ma rue de banlieue calme. Le silence qu'ils ont laissé derrière eux était plus fort et plus absolu que tout ce que j'avais jamais connu. J'ai passé les quelques jours suivants dans un brouillard d'adrénaline, de formulaires juridiques et de chocs purs et inaltérés. J'avais les coordonnées du bureau du procureur. J'avais un numéro de dossier. J'avais 3 ordonnances de restriction temporaire. La première contre-attaque du seul membre de la famille qui n'avait pas été arrêté est venue 2 jours plus tard. C'était un message vocal de ma mère, Linda. Ce n'était pas un cri cette fois. C'était pire. C'était un long murmure de 3 minutes saturé d'un venin si pur que c'était presque impressionnant. Elle ne pleurait pas. Elle sifflait. Tu l'as fait maintenant, Charlotte. La voix sur l'enregistrement chuchotait, pleine d'une haine calme et bouillonnante. Tu as finalement tué cette famille. Tu as mis ton propre père dans une cellule de prison. Tu l'as humilié. Tu as poussé ta sœur délicate, entre les mains de la police. Ils ont dû prendre son téléphone. Tu n'es pas une fille. Tu es une chose. Tu es un cancer. Tu nous as assassinés. J'espère que tu es heureuse dans cette maison vide toute seule parce que tu le seras pour le reste de ta vie. Je l'ai écouté une fois. Ma main tremblait si fort que j'ai failli laisser tomber le téléphone. Puis j'ai sauvegardé le fichier. Je l'ai sauvegardé sur mon téléphone, me le suis envoyé par email, et l'ai téléchargé sur le disque cloud que je venais de créer, qui était maintenant étiqueté Projet Famille. C'était une preuve. L'assaut principal est venu 3 jours après cela. Livré par un facteur certifié qui m'a regardé avec pitié. C'était une épaisse enveloppe couleur crème d'un cabinet d'avocats à Rockford Hill. Benson Mir Callaway avocat. Je l'ai ouverte. C'était une lettre d'intention formelle, une demande. Ils me poursuivaient au nom de leurs clients, Linda Phillips, Robert Phillips, Haley Phillips et Dylan Brooks. Ils exigeaient que je paie un règlement de $50 000. $50 000 pourquoi? J'ai lu la liste. Ma vision nageait. Expulsion abusive d'un locataire légal Dylan Brooks. Diffamation de caractère conduisant au ridicule public et à la perte de statut professionnel pour Dylan et Haley. Infliction intentionnelle de détresse émotionnelle. Rapport de police malveillant et faux conduisant à un traumatisme et à une arrestation abusive. Il prétendait que mon post Facebook avait coûté à Haley un important parrainage de marquer que Dylan souffrait d'anxiété sévère et de stress post-traumatique suite à son retrait illégal de la maison. Il prétendait que les $50 000 étaient une offre généreuse pour éviter un procès beaucoup plus grand et plus public. C'est là que j'ai finalement craqué. Pas quand Dylan a annoncé ses fiançailles. Pas quand ma mère m'a renié.
Pas même quand mon père a essayé d'enfoncer ma porte. Mais maintenant face à un document juridique militarisé, tout le poids de ce qui se passait m'a écrasé. J'ai commencé à pleurer. Pas les larmes calmes et dignes d'un film. J'hyperventilais. J'étais chef de projet. Je traitais avec des contrats et des délais. C'était un monde d'accusations et de menaces juridiques que je ne comprenais pas. Ils me transformaient de victime en auteur, et ils utilisaient la loi pour le faire. Je ne pouvais pas penser. J'ai conduit au travail. Je ne me souviens pas du trajet. J'ai dû avoir l'air horrible. Je suis entré directement dans le bureau de ma patronne, Monique Alvarez. C'est la vice-présidente des opérations, une femme qui a construit sa carrière dans un domaine dominé par les hommes et a la réputation de ne pas se laisser marcher sur les pieds par qui que ce soit. Elle a levé les yeux, a jeté un coup d'œil à mon visage, et a juste dit « Ferme la porte ». Je me suis assise et je lui ai tout raconté. Les semaines de 70 heures, le fiancé, la sœur, le canapé, la voiture volée, l'arrestation, et maintenant le procès de 50 000 $. J'ai juste tout déballé. Un effondrement humain désordonné et non professionnel. Quand j'ai fini, Monique est restée silencieuse pendant 1 minute entière. Elle ne m'a pas regardé avec pitié. Elle m'a regardé avec une sorte de reconnaissance sombre. Premièrement, a-t-elle dit, sa voix ferme. Tu es en congé payé indéfiniment. Tu prends tout le temps dont tu as besoin. Ce n'est pas une discussion. Je gérerai les RH. Deuxièmement, tu ne dois plus parler à aucune de ces personnes. Pas un SMS, pas un appel, rien. Troisièmement, Benson Mir Callaway sont des charlatans chasseurs d'ambulances d'une ville industrielle mourante. Elle a tiré une carte de visite de son bureau et me l'a glissée. C'est Naomi Price, a-t-elle dit. Ce n'est pas une avocate de la famille. C'est une avocate en litige. Elle est chère. Elle est méchante. Et c'est la meilleure que j'ai jamais vue. Elle s'est occupée de mon ex-mari. Appelle-la. Dis-lui que je t'envoie. Le lendemain, j'étais assise dans un bureau de grande hauteur au centre-ville de Davenport Springs. Le bureau de Naomi Price était tout en verre, acier et orchidées blanches. Naomi elle-même était dans la fin de la quarantaine, portant un costume noir tranchant comme un rasoir et avait des yeux qui semblaient mener une analyse coût-avantage de toute mon existence. Je n'ai pas pleuré cette fois. J'avais mon classeur de projet. Je me suis assise à sa table de conférence en verre et j'ai tout étalé. Ceci, ai-je dit en ouvrant le classeur, est le dossier du projet. Voici l'hypothèque à mon nom. Voici les factures de services publics des 3 dernières années à mon nom. Voici un résumé sur feuille de calcul de toutes les dépenses ménagères avec un onglet pour les contributions de Dylan, qui comme vous pouvez le voir sont négligeables. J'ai continué. Onglet 2, communication. Voici les captures d'écran de leurs posts publics Facebook et Instagram, que j'ai recoupés avec des eurodatages. Voici les SMS de Dylan d'il y a 4 jours. Professant son amour. Voici le fichier audio du message vocal de ma mère. J'ai pointé une clé USB. Onglet 3, preuve vidéo. Ceci contient les images de la sonnette intelligente du live stream de victime de Dylan pendant son expulsion et les images haute définition complètes de ma caméra de patio arrière montrant ma sœur avec un pied de biche. Mon père agissant comme guetteur et mon ex-fiancé filmant toute la tentative d'effraction. Onglet 4. Rapport de police. Voici les numéros de dossier pour les 3 incidents. L'intrusion, le véhicule volé et la tentative de cambriolage. J'ai fini. J'ai fermé le classeur. Naomi Price a juste fixé le classeur. Elle n'avait pas dit un mot. Elle m'a enfin regardé et le coin de sa bouche a tressailli. Elle a souri. Non, a-t-elle souri en coin. Eh bien, mademoiselle Phillips, a-t-elle dit, sa voix sèche comme un os. Vous êtes sans aucun doute la victime la plus organisée d'une implosion familiale complète que j'ai jamais rencontrée. C'est magnifique. Elle a ouvert le classeur. Elle a mis une paire de lunettes. Elle a lu pendant 20 minutes. Elle a lu, son expression illisible. Elle a écouté le message vocal de ma mère sur son haut-parleur, la tête penchée. Elle a regardé les images du patio. Finalement, elle a enlevé ses lunettes. Si c'était un film, a-t-elle dit, je dirais au scénariste de calmer le jeu. C'est trop. Le pied de biche, les médicaments pour le cœur. C'est absurde. Mais tristement, c'est juste un mardi dans mon monde.
Elle s'est penchée en avant. D'accord, démantelons ce morceau d'ordure à 50 000 $. Elle a pris la lettre. 1. Expulsion abusive d'un locataire légal. C'est une blague. Dylan n'était pas locataire. Il était un invité à long terme ou en termes juridiques, un titulaire de licence. Il ne payait pas de loyer, n'avait pas de bail, et sa licence d'être là a été révoquée au moment où vous avez dit sortez. L'expulsion par la police était en fait un cas d'école. Elle est passée au point suivant. 2. Diffamation de caractère. C'est mon préféré. Pour prouver la diffamation, ils doivent prouver que ce que vous avez dit sur eux était faux et fait avec une intention malveillante. Dites-moi, mademoiselle Phillips, y avait-il quelque chose de faux dans votre post Facebook? Non, ai-je dit. J'ai joint les relevés bancaires. C'étaient toutes des données. Exactement, a dit Naomi, un véritable sourire prédateur se répandant sur son visage. En droit américain, il y a un concept simple et magnifique. La vérité est une défense absolue. Vous ne les avez pas diffamés. Vous les avez exposés. Avec des reçus. D'un autre côté, elle a fait un geste vers les impressions des posts de Haley, prétendant que vous êtes instable, une tyran bourreau de travail, et mentalement malade à un public dans l'intention de nuire à votre réputation. Ça, c'est de la diffamation, et c'est délicieux. Elle s'est levée. Je vais rédiger notre réponse, pas juste un nom, mademoiselle Phillips. Nous allons répondre avec ce qu'on appelle une demande reconventionnelle. Ce n'est plus une action défensive. C'est maintenant une opération offensive. Elle a dicté la lettre à son assistante juste devant moi. C'était une œuvre d'art. C'était une bordée juridique. La lettre déclarait sans équivoque que leur demande était frivole, malveillante et un abus embarrassant du processus juridique. Elle ne niait pas seulement leurs allégations. Elle les ridiculisait, citant les rapports de police comme preuve de leur comportement criminel. Puis est venue la contre-poursuite. La lettre les informait que nous allions intenter un procès contre Dylan Brooks pour 2 ans et demi de loyer impayé au taux du marché totalisant une somme juste au nord de 40 000 $. Nous poursuivions également pour des dommages, y compris les frais de serrurier, les frais de remorquage de voiture, le coût de l'installation des nouvelles caméras de sécurité, et bien sûr mes frais juridiques. Et pour Haley, Linda et Dylan, nous poursuivions une réclamation civile pour diffamation, harcèlement et infliction intentionnelle de détresse émotionnelle, pour laquelle nous ne demanderions pas moins que les 50 000 $ qu'ils avaient si utilement suggérés. Le paragraphe final était le coup de grâce. La lettre de Naomi déclarait que leurs posts sur les réseaux sociaux, leur diffusion en direct et le message vocal enregistré de ma mère avaient tous été entrés comme preuve d'une campagne coordonnée de harcèlement de mauvaise foi et seraient poursuivis dans toute la mesure de la loi. Elle leur a envoyé par courrier recommandé et un email à leur avocat. Nous avons attendu. Ça a pris moins de 24 heures. Mon téléphone a sonné. C'était Naomi. Bonjour, Charlotte. J'ai reçu un email qui pourrait vous plaire. Elle me l'a transféré. C'était de Benson Mircallaway. Chère mademoiselle Price, disait-il. Après une consultation plus approfondie avec nos clients, ils ont décidé de retirer leur plainte. Ils ne poursuivront pas cette affaire plus loin pour le moment. Nous nous excusons pour tout inconvénient. Ils avaient juste essayé d'apporter un couteau à une fusillade. Et Naomi s'était présentée avec de l'artillerie. Ils se sont couchés. Ils ont fui. Je me suis assise à ma table de cuisine en regardant l'email. Le procès avait disparu. La menace de 50 000 $ s'était évaporée. Je n'avais pas seulement survécu. Je n'avais pas seulement défendu. Pour la première fois de toute ma vie, face à ma famille, j'avais attaqué et j'avais gagné. Le silence après la lettre de Naomi était assourdissant. La tempête sur les réseaux sociaux est morte du jour au lendemain. L'Instagram de Haley, autrefois un sanctuaire public à son moi authentique, a été soudainement verrouillé. La page Facebook de Linda, pareil. Les armes numériques qu'ils avaient brandies ont été rengainées au moment où une arme plus grande et plus chère a été pointée vers eux. Le procès de 50 000 $ avait disparu. Les accusations criminelles, cependant, étaient toujours très en jeu. Pendant une semaine, je n'ai rien entendu. J'ai pris mon congé payé. J'ai dormi. J'ai nettoyé ma maison. Vraiment nettoyé comme si je pouvais frotter le souvenir de Dylan de l'air. Et puis un mardi après-midi, mon téléphone a sonné avec un numéro inconnu d'un indicatif régional de Rockford Hill.
J'ai supposé que c'était un créancier à eux ou un autre avocat. J'ai failli laisser aller sur la messagerie vocale. Allô, ai-je répondu, ma voix sur ses gardes. Est-ce Charlotte? La voix était féminine, hésitante, et une que je n'avais pas entendue depuis au moins 5 ans. C'était ma tante, Julia. Julia était la sœur cadette de mon père. Elle était le mouton noir de la famille, une désignation que ma mère, Linda, lui avait joyeusement attribuée parce que Julia était 2 fois divorcée, une démocrate enregistrée, et avait dit une fois à ma mère à Thanksgiving que son ragoût de haricots verts avait le goût d'un triste souvenir. Linda la méprisait depuis lors. Tante Julia, ai-je dit, choquée. Oh, merci mon Dieu, a-t-elle soufflé. Chérie, j'ai vu. J'ai tout vu. Ton post, les captures d'écran, ce que Linda et Alé postaient avant de verrouiller leur compte. Je devais juste appeler. Je suis tellement désolé, Charlotte. Je suis tellement désolé. Je ne savais pas quoi dire. C'est beaucoup. Non, chérie. Tu n'as pas à t'excuser. Je m'excuse. Je m'excuse pour nous tous, pour mon frère, pour tout ça. Je suis désolé que nous n'ayons pas été une meilleure famille pour toi. Elle a fait une pause et sa voix était épaisse. Je voulais juste que tu l'entendes de quelqu'un dans cette famille abandonnée de Dieu. Tu n'es pas la méchante. Tu étais juste la seule qui payait ses propres factures. Nous nous sommes rencontrés pour un café le lendemain, à mi-chemin entre Davenport Springs et Rockford Hill dans un Starbucks stérile au bord de l'autoroute. Elle avait l'air plus vieille que dans mes souvenirs, mais ses yeux étaient les mêmes, vifs et rapides, ne manquant rien. Tu dois comprendre la dynamique. Charlotte, a-t-elle dit en remuant son latte. Ta mère opère une agence de relations publiques de contrôle des dégâts d'une seule femme pour aller depuis qu'elle a 16 ans. Tu étais la réussite, alors on t'a laissé tranquille. Aller était le projet. Tu as juste cassé le système quand tu as finalement dit non. Elle s'est penchée, sa voix tombant dans un murmure conspirateur. Les trucs en ligne, la voiture, c'est juste la pointe de l'iceberg. Sais-tu qu'il y a environ 3 ans? Allez à maxer 2 cartes de crédit. Et je ne parle pas de $1000. Je parle de dizaines de milliers. Vêtements. Un voyage à Vegas qu'elle a gagné sur Instagram. Dieu sait quoi d'autre. Linda ne l'a pas dit à Robert. Elle a secrètement retiré de l'argent de leur ligne de crédit immobilier pour payer ça. Elle rembourse en secret depuis des années. Je l'ai juste fixé. Oh, ça s'améliore, a dit Julia en prenant une gorgée. Cette petite décapotable blanche que elle conduit, celle qu'elle appelle sa voiture de patronne, celle dont maman a dit qu'elle avait eu une super affaire. Une super affaire. Bien sûr. Une super affaire que Robert a payée en faisant un retrait anticipé de son fonds de retraite, de son 401k. Il a mangé les impôts. Il a mangé la pénalité de 10%. Tout ça pour que sa fille créatrice de contenu de 27 ans puisse avoir une nouvelle voiture pour ses séances photos. Il se noie financièrement. Charlotte, ça fait des années. Ils l'ont juste caché derrière la pension de Robert et la volonté de faire de ta mère. C'était beaucoup. Cela expliquait le désespoir. La tentative frénétique de saisir mon canapé, ma télé. Ils n'étaient pas seulement avides. Ils étaient fauchés. Mais même ça, a dit Julia en me regardant droit dans les yeux, n'est pas le grand secret. L'argent, c'est mauvais. Mais la raison pour laquelle ils étaient si ravis à propos de Dylan, la raison pour laquelle ils mesuraient déjà le sous-sol pour un appartement, la raison pour laquelle ta mère était prête à te brûler jusqu'au sol si vite? Elle a fait une pause. Linda était à Saint-Jude 2 semaines avant l'incident, tu sais, son groupe d'église. Elle a dit à tout le cercle de tricot qu'elle allait être grand-mère. Le latte dans ma bouche a tourné allègre. Quoi? Ouais. Alé était enceinte du bébé de Dylan. C'est pour ça qu'ils devaient les installer si vite. C'est pour ça qu'ils avaient besoin d'un fiancé. N'importe quel fiancé tout de suite. C'est pour ça que ta mère était si heureuse. Elle n'obtenait pas seulement un gendre qu'elle aimait mieux. Elle sauvait la réputation de sa fille et obtenait un petit enfant en prime. Tout s'est mis en place. Le dîner maniaque, le plan de transition, l'audace. C'était tout un jeu désespéré à gros enjeux pour légitimer une grossesse. Oh mon Dieu, ai-je chuchoté. L'était-elle? L'est-elle? Tante Julia a juste levé un sourcil. Eh bien, parlons de ça.
Un mois s'est écoulé depuis les arrestations. Les potins à Rockford Hill. Laisse-moi te dire, c'est nucléaire. Tout le monde est au courant des arrestations. Tout le monde. Robert et Linda sont des parias. Et l'autre rumeur, la rumeur du bébé s'effondre. Elle m'a dit qu'après un mois, il n'y avait pas de ventre rond, pas de photos d'échographie sur le compte maintenant privé de Haley, pas d'appels excités à la famille, rien. Au lieu de cela, Julia a dit, on voit Linda entrer et sortir du bureau de cet avocat véreux au centre-ville, pas chez les médecins. Elle ressemble à un fantôme. Mon avis, le bébé n'a jamais été réel. C'était le levier pour amener Dylan à faire sa demande et pour amener ses parents à financer toute l'opération. Et maintenant le mensonge n'a nulle part où aller. Ils sont coincés avec les accusations criminelles et l'humiliation sociale. Nous nous sommes séparés. Julia m'a donné une longue et forte étreinte. Reste forte, gamine. Tu es sortie. Tu es enfin sortie. Je suis rentré chez moi. L'affaire criminelle avançait. Je devais juste signer des papiers, faire des déclarations. Tout avançait. Puis environ 2 semaines après mon café avec Julia. Mon téléphone a sonné. Il était presque 23 heures. L'identifiant de l'appelant était aucun identifiant. J'ai répondu, me préparant pour un autre avocat. Allô. Il y avait un bruit de circulation, un klaxon qui sonnait, et de la monnaie qui tintait. Charlotte. La voix était mince, rauque et désespérée. C'était une voix que je reconnaissais à peine. C'était Dylan. S'il te plaît, ne raccroche pas, a-t-il supplié, sa voix se brisant. S'il te plaît, je suis sur une cabine téléphonique dans une station-service. Je n'avais personne d'autre à appeler. Qu'est-ce que tu veux, Dylan? Elle. Il. Je suis piégé, Charlotte. Ils sont fous. Ils sont tous fous. Ils divaguaient au bord de l'hystérie. Ils ont pris mon téléphone après l'arrestation. Tes parents, ils ont prêté de l'argent à aller pour une nouvelle voiture à leur nom. Ils gardent les clés. Ils ont pris mes cartes bancaires. Ils ont dit que c'est pour les rembourser pour la caution et l'avocat. Je n'ai rien. Charlotte, je suis prisonnier. Ça ressemble à un problème pour ta fiancée, ai-je dit. C'est la pire, a-t-il pleuré. C'était tout un mensonge. SH. Tout. Le bébé. Elle a menti. Elle m'a dit qu'elle était enceinte. C'est pour ça que je l'ai fait. C'est pour ça que j'ai accepté le dîner. Pourquoi j'ai laissé tes parents penser que je faisais la bonne chose? Je pensais que je le faisais et elle ne l'est pas. Elle n'a jamais été enceinte. C'était tout un mensonge pour que je fasse ma demande et pour que tes parents lui donnent de l'argent. Il a pris une longue respiration tremblante. Le genre que vous prenez quand vous êtes sur le point de vomir. Et maintenant c'est l'enfer. C'est juste ce sous-sol humide. Ta mère est là-haut à pleurer tout le temps d'être ruinée et fauchée. Ton père, Robert, il boit juste de la bière et regarde les nouvelles. Il ne parle pas sauf pour me regarder et dire, à cause de toi. Je fais face à un jury. Et Dieu, elle n'est pas la femme que je pensais qu'elle était. Elle est méchante. Elle est paranoïaque. Elle m'a attrapé le bras hier si fort que ça a laissé une marque juste pour avoir regardé une femme à la télé. Elle vérifie toujours. Vérifie mes poches, vérifie l'ordinateur, essayant de voir si je suis sur Instagram. C'est un cauchemar. Je peins leur garage juste pour gagner ma croûte. L'homme que j'avais rencontré sur un toit, le gars charmant, artistique, spontané, était maintenant un journalier piégé dans un enfer de sous-sol de banlieue de sa propre fabrication. Dylan, ai-je dit, ma voix plate. C'est une mise à jour de projet fascinante, mais je ne suis plus la gestionnaire de celui-ci. Pourquoi m'appelles-tu? Parce que tu es raisonnable, a-t-il supplié, sa voix montant en désespoir. Tu peux arrêter ça, les accusations criminelles pour l'effraction. C'était un malentendu. Juste. Appelle juste le procureur. Dis-leur que c'était une affaire de famille. Dis-leur de laisser tomber. Si tu fais ça, ton père ira bien. Et peut-être qu'ils me laisseront partir. Je te rembourserai. Je le jure devant Dieu,
Charlotte, chaque centime, le loyer, la voiture, tout. J'ai juste besoin que tu répares ça. J'ai écouté. J'ai entendu la circulation. J'ai entendu ses sanglots pathétiques et brisés. J'ai pensé à la femme que j'avais été, celle qui avait gardé des feuilles de calcul de ses dépenses, celle qui avait payé ses factures et son assurance, celle qui avait toujours été la réparatrice. Et j'ai ri. Ce n'était pas un rire fort. C'était une courte bouffée d'air sec. Non, Dylan, ai-je dit. Et ma voix était enfin complètement la mienne. Tu avais le choix. Tu avais une chambre, une partenaire qui te soutenait, et une maison. Tu as choisi un mensonge, un pied de biche et leur sous-sol. Tu as fait ton lit. Tu peux te coucher dedans. Charlotte, s'il te plaît. Cette fois, ai-je dit, il n'y a pas de contrat de sauvetage. J'ai raccroché le téléphone. J'ai regardé le aucun identifiant dans ma liste d'appels récents et pour la première fois, je me suis sentie puissante. J'ai bloqué le numéro. Je pensais avoir touché le fond. Je pensais qu'une voiture volée, une fausse grossesse et une tentative d'effraction par toute ma famille étaient le plancher absolu. J'avais tort. Le plancher était beaucoup, beaucoup plus bas. L'affaire criminelle pour l'effraction avançait. Le bureau du procureur avait pris contact. Des accusations étaient déposées. J'essayais juste de traverser mon congé payé, essayant de rétablir une base pour la normale. Je triais une semaine de courriers que j'avais laissés s'empiler sur la table à manger, publicités indésirables, un catalogue, une facture de service public quand je l'ai vu. C'était une enveloppe fine et bon marché, pas de logo d'entreprise, juste une adresse de retour à Sioux Falls, Dakota du Sud. La fenêtre de l'enveloppe montrait mon nom et mon adresse, mais le nom de l'expéditeur était celui que je ne reconnaissais pas, Practicard Service. Je l'ai ouverte. L'entête était agressif, rouge vif. Avis final. Votre compte est maintenant en retard de 90 jours. Le défaut de paiement du solde impayé de $5 412 entraînera l'envoi de votre compte au recouvrement et peut avoir un impact grave sur votre crédit. Je l'ai juste fixé. $5 000. Je n'avais pas de carte Practi. J'avais 2 cartes de crédit, une pour usage personnel, une pour les dépenses professionnelles, toutes deux payées intégralement chaque mois. Cela devait être une erreur, une sorte d'arnaque. Mais ils avaient mon nom, mon adresse. J'ai cherché l'entreprise sur Google. Ils étaient un émetteur de cartes de crédit à risque réel, bien que légèrement prédateur. J'ai trouvé le numéro du service client sur la lettre et j'ai composé. Mon estomac dans un œuf froid. Practicard Service. C'est Amica. Bonjour, ai-je dit, essayant de garder ma voix calme. J'ai reçu un avis final pour un compte, mais je n'ai pas de compte avec votre entreprise. Je crois que c'est une erreur. Je m'appelle Charlotte Phillips. Je l'ai entendu taper. D'accord, mademoiselle Phillips, je vois un compte se terminant par 6228. Pouvez-vous confirmer votre numéro de sécurité sociale? Je ne vais pas vous donner mon numéro de sécu, ai-je dit, mes alarmes internes retentissant. Je pense que ce compte est frauduleux. D'accord, je comprends. Voyons voir. Pouvez-vous confirmer l'adresse de facturation dans le dossier? C'est 1422 Maple Arbor Drive. Une pause. Plus de frappe. Non, madame. Ce n'est pas ce que je vois. L'adresse de facturation principale pour ce compte est 214 Rockford Hill Road. 214 Rockford Hill Road, la maison de mes parents. Mon sang a cessé de bouger. Il s'est juste arrêté. Et madame, a-t-elle continué, sa voix ennuyée. Je vois l'email de contact principal pour toute correspondance. Est-ce Linda Phillips 1959@gmail.com. Le téléphone a glissé de ma main. Il a frappé le sol et la voix minuscule de Tamika parlait toujours depuis le haut-parleur. Madame, êtes-vous toujours là? Linda Phillips, ma mère. J'ai raccroché. Je tremblais si fort que je pouvais à peine utiliser mon ordinateur portable. Je suis allé au seul endroit où je n'avais pas pensé à vérifier, le seul endroit que je n'avais pas eu besoin d'examiner pour mon classeur de projet, mon rapport de crédit complet. J'ai payé les frais. J'ai téléchargé le PDF de 80 pages. Et j'ai fait défiler et c'était là. Compte Practicard Service ouvert il y a 2 ans. Le solde était de $5412. La limite de crédit était de 5000.
Le reste était des frais de retard et des intérêts. Elle était maxée. Les données de la demande étaient un collage tordu et glaçant de ma vie et de la leur. Nom du demandeur, Charlotte Phillips. Numéro de sécurité sociale du demandeur, le mien. Employeur du demandeur, Northbridge Dynamics. Salaire du demandeur, le mien. Numéro de téléphone du demandeur, la ligne fixe de mes parents. Adresse de facturation du demandeur, la maison de mes parents. Email de contact du demandeur, celui de ma mère. Mon cœur battait si fort que je le sentais dans mes dents. C'était une réalisation froide et malade. Ce n'était pas un acte récent de désespoir. C'était une entreprise criminelle calculée à long terme. Ils utilisaient mon bon crédit, mon salaire, mon identité depuis 2 ans. Tout le temps que je payais l'assurance automobile de Dylan, tout le temps que je les recevais pour Thanksgiving. Ils avaient ouvert une carte de crédit à mon nom, l'avaient maxée, et puis quand j'avais finalement tracé une ligne et coupé les ponts, ils avaient simplement arrêté de payer la facture, la laissant faire défaut, laissant les conséquences tomber directement sur moi. Et je me suis soudainement souvenu d'un SMS de ma mère environ un mois avant le mardi final. Linda, salut chérie. Demande bizarre. Peux-tu m'envoyer une photo rapide de ton permis de conduire? Le recto et le verso? J'essaie de t'inscrire pour les points de récompense de la compagnie aérienne de notre dernier voyage et il demande le numéro de permis. Je veux m'assurer que tu obtiennes les miles. À l'époque, j'étais au milieu d'une inspection de site. J'avais pensé que c'était bizarre, mais j'étais occupé. Je lui avais envoyé les photos et elle avait répondu par un simple merci, mon ange. Je leur avais donné l'arme. Ils avaient mon numéro de sécurité sociale depuis ma naissance, mon salaire, pour m'être vanté de ma promotion, mon permis, par un texte simple et trompeur. Ma famille ne m'avait pas seulement trahi. Ils m'avaient volé. C'était un genre d'appel téléphonique différent. Ce n'était pas un appel paniqué à un opérateur 911. C'était un appel froid, stable et très calme à Naomi Price. J'ai énoncé les faits, la lettre, l'appel téléphonique, le rapport de crédit, la date d'ouverture, l'email de contact. Naomi n'a même pas soupiré. Elle n'était pas surprise. J'avais le sentiment qu'il était impossible de surprendre cette femme. Charlotte, a-t-elle dit, sa voix calme. Ce n'est plus un litige civil. C'est un crime. C'est de la fraude. C'est une usurpation d'identité. Et c'est un crime fédéral. Elle a fait une pause. Je vais vous poser une question et j'ai besoin que vous y réfléchissiez avant de répondre. Êtes-vous, Charlotte Phillips, prête à traiter cela comme le crime que c'est, ou allez-vous traiter cela comme un accident familial? Un accident familial? Allez-vous payer les $5000, faire disparaître ça, et simplement l'ajouter à la liste des choses qu'ils vous ont faites? Ou allez-vous mettre votre mère dans une position où elle pourrait aller en prison? C'était la question, la vraie. J'ai regardé autour de ma maison sûre, calme et aux clés changées. J'ai pensé à la voix sur le message vocal. Tu es un cancer. Tu nous as assassinés. J'ai pensé au visage rouge et enragé de mon père à ma porte. J'ai pensé à Alay, ma sœur délicate avec un pied de biche à la main, essayant de forcer son chemin dans mon salon pour voler ma télévision. Un crime, ai-je dit, ma voix. C'est un crime. Bien, a dit Naomi. Parce que votre famille a franchi cette ligne, pas vous. Voici ce que vous allez faire dans cet ordre spécifique. 1. Vous n'allez pas rappeler cette société de carte de crédit. Vous n'allez pas vous engager avec eux. 2. Vous allez aller en ligne tout de suite sur le site de la FTC et déposer un rapport complet d'usurpation d'identité. 3. Vous allez prendre ce numéro de rapport et vous allez appeler les 3 bureaux de crédit, TransUnion, Equifax et Experian, et vous allez placer un gel permanent sur votre crédit, pas un verrouillage, un gel. 4. Vous allez appeler la police de Davenport Springs et déposer un rapport de police pour usurpation d'identité. Vous leur donnerez le numéro de rapport FTC. Ce n'est plus un drame familial de parole contre parole. C'est maintenant un crime financier. J'ai fait exactement ce qu'elle a dit. Bon sang, ça a pris le reste de la journée à déposer les rapports, à parler au département de fraude. C'était comme un deuxième emploi de l'ombre. Cette nuit-là, j'étais de retour sur mon canapé. Le film était éteint. La pizza était à la poubelle. Le silence de la maison était différent. Ce n'était pas paisible. C'était lourd.
Une partie de mon cerveau, la partie fille, hurlait, c'est ta mère. C'est ton père. Tu es sur le point de les envoyer en prison. Tu détruis ta famille. Mais une autre partie, la chef de projet, la survivante, la femme qui avait été assise sur ce même canapé quand son monde s'était terminé, a juste calmement réfuté l'argument. Un entrepreneur qui vole l'entreprise est licencié. Un entrepreneur qui fraude l'entreprise est poursuivi. Un entrepreneur qui commet un crime est envoyé en prison. Les règles devaient s'appliquer à tout le monde ou ce n'étaient pas des règles. C'était juste des faveurs et j'avais fini de faire des faveurs. J'ai passé tout le week-end à ma table à manger. Mais cette fois, je ne faisais pas mon travail de Northbridge. Je construisais un nouveau dossier. J'ai trouvé un SMS de Linda à propos du permis de conduire. J'ai trouvé des emails d'il y a 2 ans où elle avait demandé mon statut social pour une mise à jour de police d'assurance vie. J'ai trouvé des relevés bancaires montrant des achats que Ale avait postés sur Instagram, et j'ai recoupé les dates avec le relevé nouvellement acquis de Practicard Service. Elle n'avait pas seulement acheté des vêtements, elle avait acheté un ordinateur portable à $2000. Elle avait payé un week-end spa en ville, le tout sur ma carte de crédit volée et maxée. Quand j'ai apporté ce nouveau classeur à la police le lundi, je n'ai pas été envoyé à un agent de patrouille. J'ai été envoyé à l'étage dans un petit bureau gris vers un détective, un homme dans un costume fatigué qui se spécialisait dans les crimes financiers. Il a lu mon dossier. Il a regardé mes 3 autres rapports de police. Il m'a regardé par-dessus ses lunettes. Mademoiselle Phillips, a-t-il dit. Je vais être honnête avec vous. Avec une affaire normale unique d'usurpation d'identité, il peut être difficile d'amener le bureau du procureur à poursuivre. C'est beaucoup de travail pour un crime de bas niveau. Mon cœur a coulé. Mais ça, a-t-il dit en tapotant le classeur, ce n'est pas ça. Vous avez un modèle documenté et croissant de harcèlement criminel, de l'intrusion au vol de grand chemin à la tentative de cambriolage, et maintenant vous avez un crime financier clair sur plusieurs années. Ce n'est pas une dispute familiale. C'est un modèle à long terme de comportement criminel. Et le procureur est très intéressé par des cas comme celui-ci, surtout quand les victimes sont aussi organisées que vous. Il m'a dit qu'il présenterait le dossier complet, tout, des appels 911 au relevé de carte de crédit au procureur adjoint. En attendant, a-t-il dit, je suggérerais que vous ne leur parliez pas. Je n'ai pas prévu de le faire, ai-je dit. Naomi m'a appelé 2 jours plus tard. Le bureau du procureur est impressionné. Ils sont prêts à bouger, mais l'ADA veut offrir une dernière porte de sortie avant de procéder à un acte d'accusation criminelle complet sur tous les chefs, y compris les fractions et l'usurpation d'identité. Une porte de sortie? Une réunion de règlement, mais pas pour de l'argent, pour leur liberté. Il m'a autorisé à l'organiser, une dernière opportunité de résoudre cette affaire civilement avant qu'ils ne poursuivent une condamnation criminelle. Ils ont été invités. Leur avocat, qui soit dit en passant est un autre, plus cher, a accepté. Alors, qu'est-ce que c'est, ai-je demandé, mon estomac se retournant. Une autre négociation? Non, a dit Naomi, et sa voix était froide. Ce n'est pas une négociation. C'est une exécution publique. C'est là que vous et le bureau du procureur leur montrer la ruine complète et totale que nous avons construite pour eux et ils ont le choix. Elle m'a dit la date, mercredi prochain au bureau du procureur du comté. Je savais que c'était ça. C'était la fin du projet. C'était la signature finale. Je devais juste entrer une dernière fois et faire face aux entrepreneurs qui avaient essayé de brûler toute ma vie. La salle de conférence du bureau du procureur du comté était agressivement fade. C'était une petite boîte sans fenêtre, sentant légèrement le café rassis et le nettoyant pour tapis industriel. Le seul son était le bourdonnement haut et constant des lumières fluorescentes et le ronronnement cliquetant de la bouche d'aération. Nous étions assis à une longue table en bois stratifié bon marché. D'un côté, moi dans mon meilleur costume de travail avec Naomi Price à côté de moi. Devant moi se trouvait mon classeur de projet final. Celui du détective des crimes financiers étiqueté en 5 couleurs différentes. De l'autre côté de la table se trouvait ma famille, ou ce qu'il en restait. Ils avaient l'air terribles. Ils avaient l'air de n'avoir pas dormi depuis des semaines. Mon père, Robert, avait perdu du poids. Son visage était gris et creusé, et il fixait fixement le grain de la table stratifiée, ses mains tremblant sur ses genoux. Ma mère, Linda, vibrait, ses yeux rouges, dardant de la porte à l'homme en bout de table. Ale était un fantôme de son moi Instagram. Ses cheveux étaient plats,
son visage pâle et bouffi. Elle portait un vieux sweatshirt taché et me lançait un regard noir avec une haine enfantine brute. En bout de table était assis le procureur adjoint, un homme vif et fatigué nommé Adam Moral. Moral a ouvert un dossier. Il n'a pas fait de bavardage. Nous sommes ici, a-t-il commencé, sa voix plate. Parce que mademoiselle Charlotte Phillips est la victime de plusieurs, et je dis bien plusieurs, crimes allégués. Nous avons les rapports de l'incident d'intrusion. Nous avons les rapports et les images de la tentative d'effraction dans la nuit du 23 octobre. Et nous avons un nouveau dossier franchement plus sérieux pour usurpation d'identité criminelle et grand larcin. Il a regardé directement ma mère. Nous avons une plainte officielle concernant une carte de crédit Practi ouverte il y a 2 ans utilisant le numéro de sécurité sociale de mademoiselle Charlotte Phillips, ses informations d'emploi et son salaire, mais avec l'adresse de facturation et l'email de contact de Linda et Robert Phillips. Nous avons le journal IP montrant que la demande en ligne pour cette carte a été soumise depuis le Wi-Fi au 214 Rockford Hill Road. Nous avons des relevés montrant que cette carte a été maxée pour un total de plus de $5 400. Et, a-t-il ajouté, nous avons des images de caméras de sécurité du Davenport Mall horodaté montrant mademoiselle Haley Phillips utilisant cette carte pour acheter un ordinateur portable au magasin Apple. Haley a fait un petit bruit d'étouffement. Linda a éclaté. Ce n'était pas un sanglot. C'était une éruption de déni. Nous empruntions juste. C'était une erreur. La banque a dû mélanger les noms. C'est tout. C'est le système. C'est si confus. Nous allions rembourser. Haley, pendant ce temps, marmonnait dans sa barbe. Oh mon Dieu, c'est juste une carte de crédit. Tout le monde dans les familles fait ça. Ce n'est pas grand-chose. Robert a juste rétréci, ses mains tremblant maintenant visiblement sur le dessus de la table. Naomi n'a rien dit. Elle a laissé le déni pendre dans l'air stérile pendant 10 secondes entières. Puis avec un chute silencieux, elle a glissé un seul document agrafé sur la table. Ceci, a dit Naomi, sa voix coupant à travers les gémissements de ma mère, est un accord civil complet. C'est votre seule et dernière porte de sortie. Vous allez le lire. Vous allez le signer. Il stipule que vous, Linda et Haley Phillips, admettez l'ouverture et l'utilisation frauduleuse de la carte de crédit. Il stipule que vous rembourserez le montant total plus les intérêts et pénalités dans les 30 jours. Et il stipule que vous consentirez tous, Robert, Linda et Haley, à une ordonnance de non-contact permanente à vie avec mademoiselle Charlotte Phillips. Pas d'appel, pas de SMS, pas de mail, pas de contact par tiers, pas de venir à moins de 150 mètres de son domicile ou de son lieu de travail. En échange de vos signatures, mademoiselle Phillips informera l'ADA qu'elle est satisfaite de cette résolution civile et il pourrait, pas va mais il pourrait, décider d'abandonner les poursuites pénales. Tu veux que je signe que je suis une criminelle, a chuchoté Linda horrifiée. Et pas de contact. C'est ma fille. Elle était votre fille, a dit Naomi, sa voix comme de la glace. Elle est maintenant votre victime et le témoin plaignant dans une enquête criminelle. Signé. Ma mère a regardé mon père. Robert, dis quelque chose. Arrête ça. Mon père ne levait pas les yeux. En fait, a dit Adam Moral, vérifiant sa montre. Je pense qu'il manque une partie à cette négociation. J'ai fait citer une personne de plus comme témoin potentiel pour l'État. Il a fait signe à l'officier à la porte. La porte s'est ouverte. Dylan Brooks est entré. Il avait l'air pire que tous. Il était mince, pâle, et avait l'air d'avoir dormi dans ses vêtements depuis un mois, ce qui, étant donné le rapport de ma tante Julia, était probablement le cas. Il n'était plus l'homme charmant de la fête sur le toit. Il était une coquille vide et pathétique. Il n'était pas menotté. Il était juste là. Monsieur Brooks, a dit Moral. Merci d'être venu. Je devais, a bégayé Dylan. Ne regardant personne. Haley a bondi de sa chaise. Qu'est-ce qu'il fait ici? Sortez-le. Asseyez-vous, mademoiselle Phillips, a ordonné Moral. Monsieur Brooks a eu la gentillesse de fournir à l'État des preuves corroborantes. Il était, après tout, parti à la conspiration pour frauder mademoiselle Phillips. Dylan a tâtonné avec un dossier. Il a sorti une pile de papier imprimé. Je voulais juste être honnête, a-t-il dit, sa voix à peine un murmure. Je suis désolé, Charlotte. Je ne savais pas à quel point ça allait loin. Il a tendu les papiers à Moral.
Ceci, a dit Moral, semble être des échanges de SMS entre Monsieur Brooks et Linda Phillips d'il y a environ 6 mois. La tête de ma mère s'est relevée brusquement. Moral a lu la page. Linda, garde juste Charlotte occupée au bureau pendant encore quelques semaines. Elle a besoin de se concentrer sur son projet. Ça donne à aller le temps de vraiment construire cette connexion avec toi. Tu es tellement mieux pour elle. Et mon préféré personnel d'une semaine plus tard, a continué Moral. Dylan, je suis juste inquiet pour l'argent. Je ne suis pas dans une bonne situation. Et Linda répond, ne t'inquiète pas de l'argent avec ta jolie tête. Nous nous occuperons de tout. J'ai le crédit de Charlotte. Elle ne remarque même jamais. On va t'installer. La pièce était complètement, totalement silencieuse. Le bourdonnement de la climatisation était un rugissement. Puis tout à coup, le chaos. Toi, a hurlé ma mère, pointant un doigt tremblant vers Dylan. Toi, espèce de traître, garçon faible, inutile et menteur. Je t'ai habillé. J'allais te donner ma fille. Tu es un lâche, Dylan a crié à Lay, se jetant à travers sa chaise avant que son nouvel avocat coûteux ne pose une main sur son bras. Tu es un petit rappeur nichard. Tu nous as ruinés. J'en ai assez, a rugi mon père, Robert, trouvant enfin sa voix. Il s'est levé, claquant ses 2 mains sur la table si fort que le pichet d'eau a sauté. C'est un piège. Nous partons. Nous partons. Si vous franchissez cette porte, M. Phillips, a dit Ada Moral sans élever la voix. Je vous ferai arrêter pour obstruction et je signerai personnellement l'acte d'accusation criminelle pour vous 3 avant le déjeuner. Asseyez-vous. Mon père est resté là tremblant, les mains à plat sur la table et puis lentement il s'est dégonflé. Il s'est rassis. Il a mis son visage dans ses mains. Naomi, ai-je noté, était juste assise là à regarder toute cette implosion familiale avec l'intérêt doux et impartial d'un ornithologue. Elle a laissé le silence s'étirer à nouveau. Et puis mon père m'a regardé. Il a baissé les mains. Il a regardé au-delà de Naomi, au-delà de l'ADA, et pour la première fois depuis qu'il avait été sur ma pelouse, il m'a regardé, sa fille, dans les yeux. Sa voix était rauque. C'était un son suppliant, brisé et terrible. Charlotte, je n'ai rien dit. Char, s'il te plaît. Chérie, c'est un gâchis. Nous savons. Nous sommes ta mère. Elle ne pensait pas. C'est juste sa famille. Il pleurait. Des larmes coulaient sur ses joues grises et creusées. Tu te souviens quand je t'emmenais au passage supérieur pour regarder les gros camions? Tu te souviens de ça? Tu te souviens de Noël? Tous. Tous les bons moments. Nous ne sommes pas. Nous ne sommes pas ces monstres. Nous sommes ta. Nous sommes ta famille. S'il te plaît, chérie, ne fais pas ça. Ne nous fais pas ça. À moi. Dis-leur juste. Dis-leur juste d'arrêter. Rentrons juste à la maison. On peut arranger ça. Laisse-nous juste. Laisse-nous juste rentrer à la maison. Il me suppliait. Il invoquait Noël. Il utilisait mon enfance comme un bouclier contre mon âge adulte. Je l'ai regardé. J'ai regardé ma mère, qui fixait maintenant juste Dylan avec un regard de pure haine meurtrière. J'ai regardé Alec, qui pleurait silencieusement, son visage un masque d'apitoiement sur soi, et j'ai senti la dernière pièce finale de mon ancienne vie se détacher. Le projet était terminé. J'ai pris une profonde inspiration. Ma voix, quand elle est sortie, n'était pas forte. Elle n'était pas en colère. Elle était juste claire. Aussi claire que ma feuille de calcul. Dylan m'a trahi, ai-je dit, ma voix coupant à travers la pièce. Allez la aider. Toi, maman, et toi, papa. Vous l'avez célébré. Vous l'avez planifié. Vous avez essayé d'en profiter. Vous êtes venu chez moi avec un pied de biche pour voler ma propriété. Vous m'avez poursuivi pour 50 000 $. Vous avez simulé une grossesse. Et toi, maman, tu as commis un crime pendant 2 ans. Tu as utilisé mon nom et mon crédit pour financer tes mensonges. J'ai regardé mon père. Si un entrepreneur chez Northbridge faisait ça à mon projet, ai-je demandé. S'il volait, s'il commettait une fraude, s'il mentait, et s'ils essayaient de me blâmer pour ça, me dirais-tu de laisser tomber, papa? Me dirais-tu de rentrer à la maison? Il m'a juste fixé. Il n'avait pas de réponse.
Je me suis tourné vers Naomi. Nous procédons aux poursuites. Ada Moral a hoché la tête une fois. Il a ramassé l'accord non signé sur la table et l'a déchiré en deux. Cette réunion est terminée, a-t-il dit. L'offre civile est révoquée. L'affaire sera transférée au rôle criminel. Vos avocats entendront parler de mon bureau concernant la mise en accusation. Une ordonnance de protection permanente sera émise par le tribunal. N'approchez pas mademoiselle Phillips. C'était comme si une bombe avait explosé. Ma mère a laissé échapper un son que je n'avais jamais entendu un humain faire. Un gémissement qui était en partie un cri, en partie un halètement. Tu nous as tués. Tu tues ton père. Tu n'es pas mon enfant. Tu es une meurtrière. Tu le regretteras. Allait a hurlé, son visage devenant laid. Je le dirai à tout le monde. Je dirai à tout le monde sur Internet ce que tu as fait. Je crois, a dit Naomi en se levant, que tous vos réseaux sociaux sont déjà en preuve. Mademoiselle Phillips, postez donc. Ça s'appelle la découverte. Mon père est resté assis là, affalé dans sa chaise, un vieil homme brisé. Dylan était déjà escorté par une porte latérale, un témoin pleurnichard et en pleurs. Je me suis levé. J'ai ramassé mon classeur. Je ne les ai plus regardés. Je n'en avais pas besoin. Je suis sorti de la salle de conférence. J'ai descendu le couloir, passé la sécurité du bâtiment, et franchi les portes d'entrée. Je suis sorti dans l'air froid et lumineux de l'après-midi, l'air d'un mercredi normal. J'ai marché jusqu'à un banc voisin, je me suis assise et j'ai sorti mon téléphone. J'ai éjecté la carte SIM, le numéro qu'ils avaient tous, le numéro qui explosait depuis des semaines. Je l'ai cassé en deux. J'ai pris une nouvelle carte SIM fraîche, encore dans son plastique, de mon sac, et je l'ai mise dans mon téléphone. Je l'ai allumée. Un nouveau numéro, une nouvelle ligne propre. J'ai levé les yeux. Une volée d'oiseaux s'est envolée du toit du palais de justice. Effrayés par une voiture et ont tournoyé dans le ciel. Libre, j'ai réalisé à ce moment-là que ma vengeance n'avait jamais consisté à les regarder se faire emmener menotter. Ce n'était pas à propos du procès. C'était à propos de ça. C'était à propos du silence. C'était à propos du fait que mon téléphone ne sonnerait plus jamais avec leur chaos. Le projet était enfin complètement clos. La plus grande vengeance n'était pas ce que je leur faisais. C'était ce que je faisais enfin pour moi. Fermer la porte, la verrouiller et m'éloigner. Merci beaucoup d'avoir écouté mon histoire. Je suis vraiment curieuse de savoir d'où vous écoutez tous. Alors, s'il vous plaît, laissez un commentaire ci-dessous. Discutons et partageons nos pensées.